10 pour le regarder ce ou 5 pour juste regarder son Pas cher les tarifs quand même, non? Je me permets, ouais. C'est pas avec l'inflation. Dans la France de Macron, c'est pas les... C'est combien la baguette à l'époque? Alors tu parles de baguette, justement, tu vas voir que c'est un sujet du film. Bonjour, vous écoutez ou peut-être vous regardez sur YouTube Calmos, le podcast. Je suis David Honora et comme d'habitude, je suis accompagné de mon compère Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien. C'est super, parce que ce n'est pas tout. Pour cet épisode, nous avons le grand plaisir de recevoir une nouvelle invitée, en l'occurrence Manon Luga. Comment ça va, Manon ? Je suis hyper contente d'être là, c'est trop chouette. Trop bien. Alors Manon, pour te présenter, toi tu es créatrice du compte Instagram Le Cul Nu, qui déconstruit de manière fun et décomplexée toutes les questions autour du sexe. Tu es aussi l'autrice du livre Le Cul mis à nu, paru en 2021, Absolument. Ainsi que d'un jeu de société, le Quiz. Oui, il y a du cul partout. C'est une légère obsession peut-être, je sais pas. Je pense que ça va être raccord avec la thématique d'aujourd'hui, donc ça tombe bien. Ah, trop bien. Et tu fais des vidéos pour France TV / et Canal+, Absolument. si je ne me trompe pas. Ouais. Et enfin, tu es aussi coordinatrice d'intimité sur les tournages. Quel type de tournage ? Comment ça se passe ? Alors, Quoi ça consiste ? Du coup, la coordinatrice d'intimité, c'est la personne qui va venir faire la chorégraphie de toutes les scènes intimes ou qui pourrait mettre les acteurs et actrices en position de vulnérabilité. Donc ça peut être du sexe, mais ça peut être aussi des scènes de violence sexuelle, par exemple, ou genre la scène avec un médecin légiste, par exemple, tu vois. Dès que ça demande un peu de nudité ou de contact. Et moi, j'interviens à la fois dans le cinéma, mais aussi dans la pornographie éthique. Voilà, et donc c'est un métier qui est assez récent, surtout en Europe, il n'y en a pas beaucoup. En France, je pense qu'on est moins d'une dizaine, et dans la pornographie éthique, on est 2. D'accord, voilà. Donc tu connais bien. Donc c'est très chouette, moi j'aime bien ce côté-là aussi. Et du coup, tu t'intéresses particulièrement à l'industrie du X. Quelle est ta vision d'ailleurs sur l'industrie d'aujourd'hui ? C'est compliqué parce que l'industrie, elle est divisée en plusieurs secteurs. Certains qui ont vraiment profité du mépris social pour proposer des moyens de production, des modes de production qui sont dangereux, qui sont pas OK ni pour les interprètes ni pour les équipes. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a quand même le secteur de l'éthique qui se développe, qui cherche à faire les choses bien, autant dans la manière de produire que de représenter le sexe. Et donc moi, j'ai envie de soutenir ces gens-là parce que c'est important. Surtout aujourd'hui, on a tous un téléphone et on a quand même la pornographie amateur qui est de plus en plus importante et qui vient créer de nouveaux questionnements. Donc voilà, évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas bien, mais j'aime l'idée de participer à quelque chose qui va être de plus en plus sain. Ça tombe bien, donc si je parle de ça en intro, c'est que ça va être totalement en résonance avec le film dont on va parler. C'est le principe du podcast, on raconte à nos invités des films qu'ils n'ont pas vus. Tu n'as donc pas vu le film que je vais raconter, mais qui tombe pile dans ton domaine d'expertise, puisqu'il s'agit d'une grande fresque sur l'industrie du porno à Los Angeles dans les années 70-80. C'est un film sorti en 1997, qui s'appelle Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, qui à l'époque était le jeune Paul Thomas Anderson, parce qu'il avait seulement 27 ans, et il réalisait son 2e long métrage. Depuis, Paul Thomas Anderson, c'est devenu un des plus grands réals de sa génération, avec des films comme Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, Phantom Thread, récemment Licorice Pizza, que j'adore, et tout récemment encore plus, on ne sait pas exactement quand est-ce que va sortir le podcast, mais il vient de sortir Une bataille après l'autre avec Leonardo DiCaprio, que vous pouvez sûrement retrouver au cinéma en ce moment. Toi, Hugo, tu as vu Boogie Nights ? Je l'ai vu il y a très longtemps, donc je me souviens de l'acteur principal. Qu'on va pas dévoiler tout de suite, du coup. Mais je me souviens plus trop. Je me souviens des grandes lignes, mais pas trop du contenu du film. Donc, tu viens de ton impression. J'avais trouvé ça bien. Même, je pense que j'avais adoré. Mais comme j'ai complètement tout oublié, je veux pas être trop affirmatif. Tu l'avais aimé le film aussi, alors moi j'avais aussi beaucoup aimé. Pareil, comme Hugo, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu. Et en le revoyant, je trouve qu'il y a plein de qualités dans le film, mais il y a certaines choses qui ont vieilli. Je trouve que c'est un film, là depuis le début du podcast, il y a plein de films qu'on a racontés. Il y a des films où presque tu as l'impression que c'est mieux quand tu le racontes que quand tu le vois. Là, on est plutôt, à mon avis, dans le cas inverse, où je pense qu'il y a plein de choses qui vont un peu se perdre dans ce que je vais raconter. Mais je vais essayer quand même de restituer au mieux. C'est assez long, non ? C'est un film. Et quand j'ai dit grande fresque, c'est un film qui dure plus de 2h30. Ah, quand même. Donc je vais parfois essayer d'être un peu concentré. Et donc je vais commencer à vous raconter le film. Et le film commence sur le titre.
Boogie Nights, écrit en lettres roses groovy, une fonte un peu groovy. Évidemment. Sur le fronton d'un cinéma de nuit. Et on a en fond sonore une musique disco bien sympathique qui nous met direct dans l'ambiance. La caméra virevolte et suit une voiture typique des années 70. Et d'ailleurs, on a un carton pour nous en assurer. On est dans la San Fernando Valley en 1977, donc la Valley qui est un quartier de Los Angeles. Ok. Et alors là, toujours dans le même plan séquence qui est initié depuis le début du film, la caméra suit la voiture qu'on voit se garer devant une boîte de nuit. Et le patron, qui est joué par Luis Guzman, accueille le couple qui descend de la voiture avec une jeune femme rousse et un vieux moustachu avec des cheveux blancs. La jeune femme rousse, c'est Julianne Moore, qui a 37 ans à l'époque, et le vieux, c'est Burt Reynolds, 61 ans. Ok. Donc, qui arrive en couple, qui descendent de la voiture. Le patron les accompagne à l'intérieur, il leur a réservé une table. Il fait le tour de la boîte, on est toujours en plan séquence. Donc déjà, on trop est bien. dans un truc déjà, de la c'est stylé de commencer avec un plan séquence comme ça. Le patron va serrer des pinces sur le dance floor. Ça permet d'introduire des personnages qu'on va retrouver tout au long du film. On croise notamment Don Cheadle et John C. Reilly. Donc c'est encore là, que des acteurs identifiés, quoi. Et on revient vers le couple qui est assis à table. Et là, il y a une jeune fille qui s'approche d'eux en patin à roulettes. Okay. Et ça a l'air d'être vraiment son truc, le patin à roulettes, parce qu'il l'appelle Roller Girl. Donc c'est la fille en patin à roulettes. Peu importe son prénom, elle a des rollers, c'est Roller Girl. Elle est Roller Girl et elle sera Roller Girl jusqu'à la fin du film. Okay. Et elle est jouée par Heather Graham. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Heather Graham. Ça a été un peu un sex symbol. Elle joue dans Austin Powers, elle, non? Peut-être le 2. Ouais, elle a vraiment un physique de mannequin. Elle a commencé comme mannequin, mais elle a très vite été révélée au cinéma. Et... Alors, j'aurais dû noter, mais on l'identifie, je pense. Vous voyez, vous reconnaîtrez son visage. Bon, il parle un peu et puis elle dit qu'elle doit aller pisser. La caméra la suit. Et là, sur le chemin, la caméra s'arrête sur un jeune mec qui ramasse les verres sur les tables pour aller faire la plonge. Il les met dans un bac. Il a l'air un peu saoulé et fatigué. Et ce mec n'est nul autre que Mark Wahlberg, qui va donc être le personnage principal de ce film. Voilà, c'est le début de Boogie Nights. On a eu 3 minutes de plan séquence. Tous les personnages, à peu près, ont été présentés. Et à l'époque, Mark Wahlberg était un jeune acteur. Voilà, c'était Marky Mark, c'est qu'il était connu donc, dans la musique, quoi. Ouais. Et il a commencé... alors, j'ai plus en tête tout ce qu'il a fait comme rôle avant. C'est pas du tout son premier rôle. Non, mais il n'a pas la notoriété. C'est pas le Mark Wahlberg de maintenant. Et il n'était pas encore supporter de Trump, etc. Oui, évidemment, c'est important de préciser. Enfin, bon, je pense qu'il avait déjà les mêmes idées un peu en tête, mais voilà, il était tout jeune. Ok. Et vraiment, donc là, en séquence d'intro... Il a l'air très stylé, ce plan séquence. Paul Thomas Anderson, il est en train de nous dire je veux être le nouveau Scorsese. Je préviens. Voilà, on est bien, quoi. Bon, vous êtes chaud pour la suite? Oui. Ouais. Donc la caméra, elle s'attarde sur Mark Wahlberg. Et puis, on a un contre-champ sur Burt Reynolds, qui est donc le petit vieux aux cheveux blancs avec sa barbichette à l'autre bout de la boîte. Il a un regard insistant sur Mark. Et comme s'il avait une révélation, quoi. Il voit un truc. Mark voit que Burt le regarde, mais il a du boulot, alors il prend ses verres, il s'en va, et dans le flou derrière lui, il y a un néon bleu en forme d'étoile qui devient net pendant qu'il avance. Et vraiment, tu as ce truc, comme si on voulait nous indiquer discrètement que peut-être A Star is Born, quoi. Il y a ce truc un petit peu annoncé dès ce plan-là. Burt Reynolds va retrouver Mark Wahlberg en cuisine. Okay. Il discute un petit peu et il est notamment curieux de savoir ce qui amène ce jeune homme dans ce coin de Los Angeles, parce qu'il apprend qu'en fait il vit à l'autre bout de la ville. Los Angeles, c'est une ville hyper étendue, on fait beaucoup de voitures. Mark dit qu'il vient en bus et il reste un peu évasif. Et comme il se fait aborder par ce vieux type, il lui demande s'il préfère la Formule à 5 ou à $10. Burt lui demande de quoi il parle. En gros, c'est 10 pour le regarder se masturber ou 5 pour juste regarder son sexe. Ok. Donc apparemment, Mark a un petit side business. Il est déjà dans le biz, oui. À côté de la plonge. Pas cher les tarifs quand même, non? Je me permets, ouais. C'est pas avec l'inflation. C'est pas dans la France de Macron, c'est pas les... C'est combien la baguette à l'époque? Alors tu parles de baguette, justement, tu vas voir que c'est... Comment ça a pu
C'est un sujet du film. Bon. Ok. Et alors apparemment, il est très performant parce qu'il dit qu'il a déjà fait plusieurs formules à $10 dans la soirée. Donc il s'est déjà masturbé plusieurs fois devant des personnes dans la soirée. On est sur quelqu'un qui... Il est, business to business. Ouais. Il tient la route. Bon, alors Burt n'est pas intéressé, mais il se présente. En fait, le personnage s'appelle Jack Horner et il est réalisateur de films pornographiques. Okay. Et le personnage de Mark Wahlberg, lui, s'appelle Eddie Adams. Et dès qu'il apprend le nom de son interlocuteur, il est enthousiaste parce qu'il dit qu'il connaît très bien son travail. Ok. Sachant que le porno, on aura l'occasion d'en reparler, mais le porno dans les années 70, les modes de consommation n'ont rien à voir avec ce que ça a été plus tard et ce que c'est aujourd'hui. Mais ça, on va en reparler. Et alors on apprend aussi un détail qui bouleverse pas particulièrement Jack, mais Eddie n'a que 17 ans. Donc, voilà. Et il vit encore chez ses parents. Oh. Et Jack propose à Eddie de venir le rejoindre à sa table pour discuter un peu plus, mais Eddie décline en expliquant qu'il doit bosser et il est engagé avec Maurice, le proprio de la boîte qu'on a vu entrer, Louis Guzman. Donc il refuse. Cut, il est tard, la boîte ferme, et on retrouve Jack Horner, donc Burt Reynolds, le réalisateur, qui rentre chez lui avec Julianne Moore, qui elle s'appelle Amber. Okay. Et donc là, on arrive chez eux, et elle dit qu'elle va se coucher. Et Jack, il a une très belle baraque. Apparemment, il gagne bien sa vie en étant réalisateur. Oui. Il se met un petit disque, il se prépare un verre. Et pendant ce temps, c'est suggéré par un montage cut avec un insert en gros plan. Amber, dans sa chambre, se fait un rail de coke. Ah. Et ensuite, on la voit s'énerver au téléphone en parlant à un certain Tom. Et elle dit qu'elle voudrait juste pouvoir parler à son fils. Et le mec à l'autre bout du fil a l'air très énervé et finit par raccrocher. Donc, ok. On peut commencer à imaginer des choses sur peut-être elle, ce qu'elle fait, ce qui s'est passé avec son ex-mari. Son ex, ouais. Bon, voilà. Mais c'est tout pour le moment sujet de la drogue et tout ça dans ce milieu, évidemment. Aussi. On arrive, il y a un cut, on est à un autre endroit et on retrouve un autre perso dont je ne vous ai pas parlé, on l'a vu dans la boîte de nuit. Qui est incarné par William H. Macy. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il joue dans Fargo. Il joue dans la série Shameless aussi. Ok, oui, en plus j'ai vu. Et il joue, dans Shameless, c'est le père. Ok. Et donc il joue souvent des personnages de losers un peu renfrognés. Parce qu'il a la tête en fait. Non mais c'est vrai. Il a une tête un peu de droopy quoi. Il a une tête, il a vraiment une gueule de... Un peu ça colle au perso quoi. Et donc j'en ai pas encore parlé, mais on l'a vu rapidement dans la boîte. On a compris qu'il bossait pour Jack, il est plus ou moins assistant. Il lui a serré la main, tout ça. Ok. Et surtout il lui a parlé du projet sur lequel ils sont en train de bosser. Ok. Voilà. Et lui il s'appelle Little Bill. Il a une moustache et une coupe mulet. Évidemment. Bah oui. Évidemment, ça manquait. 77. Voilà. Et donc là, il rentre chez lui, donc il est tard, et il entend du bruit dans sa chambre. Il va voir ce qui se passe. Et il tombe sur sa femme en train de baiser avec un type. Ah, oupsie. Alors, en l'occurrence, d'ailleurs, je la connaissais pas, mais elle est incarnée par une ancienne vedette du X qui s'appelle Nina Hartley. Ok. Et alors j'ai fait des recherches pour les férus de Kama Sutra, tu veux. Elle est en reverse cowgirl. Oui. Donc du coup c'est l'andromaque inversé quoi. Ça veut dire qu'elle peut être face à la caméra et on voit son amant, on voit juste sa tête un peu dans le flou derrière, ce qui permet, ce qui est aussi un choix de mise en scène. C'est une position qu'on retrouve souvent dans le porno puisqu'elle est très visuelle évidemment. Donc, elle est absolument pas paniquée d'être surprise comme ça par son mari. Elle lui dit de dégager et d'aller dormir sur le canapé. Ah, il est un peu deg, mais il obtempère. Donc voilà, ça... belle ambiance de... c'est quand même... Ça manque de communication, c'est ce que j'ai l'impression. Il aurait pu, savoir, elle aurait mis la chaussette sur la poignée en disant non, tu rentres pas, je suis en train de ken. Ok, d'accord. Donc voilà, Little Bill, c'est ça sa life. On retrouve Eddie, donc Mark Wahlberg qui rentre chez lui, donc chez ses parents. On voit sa chambre, vraiment c'est une chambre d'ado. Il y a des posters de Playmates, des bagnoles, des photos de Bruce Lee. Il est assez fan de karaté pendant le film. J'ai l'impression que tous les ados de cette époque-là, ils étaient fans de Bruce Lee. Il n'y a pas de... Il y a toujours fan de Bruce Lee. Et aussi, un peu cinéphile, il a une affiche de Serpico avec Al Pacino. La caméra nous montre tout ça en faisant en panotant doucement à 360 degrés, donc un beau plan qui montre l'entièreté de la chambre, et qui revient sur lui, qui entre-temps s'est déshabillé et se regarde en slip dans le miroir.
Et il a un beau paquet, comme on dit. Enfin, vraiment, le slip, il est Comme on dit dans le chargé. jargon, je vais te dire qu'il a un joli panier. Donc, on y reviendra, mais voilà. D'accord, peut-être que le producteur, là, en le voyant, avait deviné. Tu vois, il avait le flair. Il a vu dans les yeux que... T'as la tête d'avoir un gros paquet, toi. Ou alors il a vu le paquet tout simplement à travers le jean, non? Je sais pas, peut-être. Le paquet peut être visible à travers le jean tellement c'est c'est imposant. Ouais. Ah bah dis donc. On est le lendemain matin et Eddie est donc chez lui, il prend son petit-déj dans la cuisine. Ouais. Son père va pour embrasser la mère d'Eddie, qui est en train de faire la vaisselle, mais elle le repousse en lui reprochant de piquer parce qu'il n'est pas rasé. Donc il y a déjà dans le couple des parents, il n'y a pas une top ambiance. Elle est de mauvaise humeur et elle reproche à Eddie d'avoir des boulots merdiques. Okay. Il bosse apparemment dans une station de lavage en plus de la boîte de nuit. Ah oui, donc il enchaîne quand même. Et ouais, voilà. Et elle lui dit pourquoi tu t'es barré de l'école, machin. Ok. Eddie s'en va. Justement, en parlant d'école, on a une scène suivante dans une salle de classe. Et on retrouve Roller Girl au fond de la salle. Oui. Donc qui aussi est assez jeune. Elle aussi enchaîne l'école et le travail. Attends, elle est dans la classe de Eddie? Non. Ah non, lui, il a arrêté les études. Ouais. C'est juste une salle de classe. Alors, d'ailleurs, je vais essayer d'être aussi clair que possible à chaque fois, mais comme c'est un film choral avec beaucoup de personnages, ça va arriver très souvent que d'une séquence à l'autre, on change de personnage. Totalement d'univers. Et voilà. Okay. Et comme je dis, c'est un peu entre la... Scorsese et Robert Altman, il va avoir un style très fluide qui passe d'une séquence à l'autre, parfois du montage très rapide. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est presque galère à raconter par rapport à la fluidité au montage. Ça fait beaucoup d'événements à dire, quoi. Et du coup, donc on est d'accord qu'elle est mineure aussi. Je sais pas. C'est ça que je suis pas sûre. Je sais pas si c'est la fac ou le lycée. Ah, ok. En fait, et elle, en tout cas, l'actrice, elle est pas mineure, donc j'ai du mal à... Sachant que la minorité aux États-Unis, en plus, c'est 21. Ouais, alors peut-être qu'elle est mineure de ce point de vue-là. Ouais. Oui, je suis bête. Oui, c'est vrai que quand on dit qu'il a 17 ans, oui. Il est bien mineur. Oh, pas bien. Et alors, donc, elle est au fond de la classe et un mec se retourne vers elle et mime une fellation en silence. Donc, elle se fait harceler par ses camarades. Terrible, ça. Et donc là, elle se sent mal et elle patine jusqu'à la sortie parce qu'elle a ses rollers au pied. Elle a encore ses rollers. Elle a toujours ses rollers. Girl. Mais madame, comment elle fait pour les marches? Ok. Et tu vas voir, pas que pour les marches. Mais bon, j'ai senti que c'est plus fort que toi. T'as envie de dire, tu verras. Retiens bien. Bon, en tout cas, c'est son branding. C'est Roller Girl. Elle a toujours. Oui, pas besoin de prénom dans ce cas-là. Ouais. Là, on retrouve Eddie qui est avec sa copine. Donc, il a une petite amie. Okay. Ils sont au lit en sous-vêtements. Apparemment, ils viennent de faire l'amour et elle lui demande de remettre le couvert. J'utilise des bonnes vieilles expressions. Ouais, des années 70. C'est très immersif. On y est. J'aime bien, c'est très immersif. Et alors, elle le complimente sur sa bite, qui a décidément, vraiment, elle a l'air vraiment incroyable. Incroyable, oui, c'est un autre personnage, ça. Extraordinaire. C'est un personnage à part entière. C'est un personnage, parce que tout le monde en parle, quoi. Et là, il lui confie qu'il a l'intention de devenir une star. Ah. Donc, comme quoi, le plan de début était un peu prémonitoire. Ouais. Et puis, il l'embrasse en expliquant qu'il n'a pas le temps là, de servir la soupe. Non, mais je pense qu'on a tous compris. J'ai pas le temps de servir la soupe, chérie. Laisse-moi, je m'en vais. Bref, on est le soir dans la boîte de nuit. Et Jack demande à Roller Girl d'aller voir Eddie en cuisine. Il est en train de faire la plonge. Elle l'attire dans la réserve. Elle le déboutonne. Et il y a un plan sur son visage. Elle a l'air hyper impressionnée. Attends, j'ai pas compris. Il ken là? Ouais. Ou elle va le sucer. Ça va être dans une ellipse. Mais elle va tout de suite l'amener dans la réserve. Mais c'est pas ce que lui a demandé le gars là-bas, si. Ouais, il lui a dit va t'occuper de lui. Quoi. Ah d'accord. Enfin, elle lui a rien dit. Je crois qu'il lui avait dit va le chercher. Elle a totalement failli à sa mission. En fait, on sait pas trop ce qu'elle lui. On sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais il l'a envoyé auprès de lui, quoi. Ok, d'accord. Pardon. Je pense que. J'avais mal compris. Je sais pas si c'était. Ouais, je pense que c'était ça qu'elle devait faire. Peut-être la confusion rend service au truc aussi. Quoi. Ok. Donc oui, du coup il se fait pépon.
Ouais, et il y avait souvent ce plan de... On ne voit pas le sexe d'Eddie, mais on voit à chaque fois les réactions des gens quand ils le voient. Okay. Et cut, on retrouve Eddie, donc un peu plus tard, dehors, en train de rentrer chez lui. Et là, Jack est en voiture, il l'aborde, il est avec Roller Girl et Amber dans la voiture. Okay. Et les filles réussissent à le convaincre de monter. Ok. Attends, juste Roller Girl par rapport à Jack et Amber, c'est... c'est des amis, quoi. Enfin, ouais. Non, alors elle travaille pas au resto. Ah, je crois qu'elle travaille. Non, elle travaille plutôt avec Jack. Après, ah, ce qui explique sûrement le harcèlement au lycée. Après, ça, c'est des éléments que, à ce moment-là du film, on devine, on n'a pas encore. Moi, je sais avec certitude qu'elle travaille avec lui. Mais voilà, ils se connaissent, tous les trois, ils se connaissent, donc ça, c'est logique. D'accord. Et donc, on les retrouve tous les quatre dans un diner. Et Jack, là, s'est lancé dans un monologue sur sa vision du porno. Il a une vision très ambitieuse du porno. Alors, il dit que ça coûte cher de faire un film, mais que ça peut rapporter très gros. Sa grosse ambition dans le cinéma porno, c'est de faire des films qui font rester les spectateurs, même après qu'ils aient joué. Ok. Et ça a une importance dans la consommation du porno dans les années 70, parce que les gens vont voir les films au cinéma. Ouais. Et donc, il y a un rapport où la consommation normale... D'ailleurs, je pense que les films passent en boucle. Tu rentres, tu fais ton truc et tu sors de la salle du cinéma. Et lui, il a un peu une vision d'esthète du... Ouais, enfin, maintenant, il y a une histoire artistique. C'est un cinéphile. Il veut faire du cinéma. Ouais, c'est ça. Il est à la frontière. Okay. Et d'ailleurs, ça, c'est de manière plus générale sur le film. Boogie Nights, c'est un film qui est à la croisée de plusieurs genres et plusieurs sous-genres du cinéma. C'est un film un peu sur l'ascension d'une star à la A Star is Born ou All About Eve ou des trucs comme ça, qu'il a déplacé dans l'univers du porno. Ça va être, vous allez voir aussi un film sur les tournages de films, qui est aussi un truc qu'on voit au cinéma. Et donc, c'est un film qui parle aussi de cinéma. Et alors, pendant le monologue de Jack, Amber a l'air particulièrement fascinée par Eddie. Elle est en face de lui, elle le regarde avec des grands yeux. Et en même temps, elle porte sur elle, donc elle est un peu plus âgée, enfin même bien plus âgée. En tout cas, l'actrice, elle a 37 ans, donc elle porte sur lui un regard à la fois un peu de désir, mais aussi un regard un peu maternel. Enfin, il y a un truc... qui est un peu ambigu de ce point de vue-là. Bon, tous les quatre finissent chez Jack, dans sa grande baraque. Amber va se coucher et Roller Girl dit qu'il n'y a plus de citron. Parce qu'il faut... D'accord. Il n'y a plus de citron, elle veut préparer des boissons. Elle veut du citron. Il n'y a plus rien à boire. Et alors pourquoi je dis ça? Parce elle, dans sa tête, elle est décousue, je me permets, mais elle est quand même un petit peu décousue dans sa tête, Roller Girl. Et elle joue très bien la fille décousue. Et Heather Graham a ses grands yeux un peu... je sais pas comment dire, elle a un côté à la fois très naïf et un peu décousu, c'est le terme. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire de citron? Parce que ça fait un beau plan, on est dans le salon, Jack et Eddie sont assis sur les canapés, et Jack dit à Roller Girl d'aller voir dans la cuisine, et en fait pendant toute la séquence, on va la voir vraiment à l'arrière-plan, dans la cuisine, qui est la pièce au fond. Et on la voit faire des tours en roller autour du plan de travail. Okay. On la revoit passer plusieurs fois. Et je sais pas, il y a un truc de mise en scène qui est bien vu, quoi. Donc Jack dit là frontalement à Eddie qu'il a envie de bosser avec lui. Okay. Eddie, il est super flatté, super partant, trop bien. Et il lui demande ce qu'il pense de Roller Girl. Eddie trouve qu'elle est super. Oui, bah, il aurait été sacrément gonflé quand même. Justement, elle revient dans le salon. Il y a officiellement plus de citron. Ah. Ça, désolé pour je sais plus ce qu'elle voulait faire avec les citrons, mais bref. Et Jack la demande à Roller Girl d'aller s'asseoir sur le canapé à côté d'Eddie. Elle demande s'ils vont baiser. Ok. Jack dit que oui. Bon, donc apparemment on est là-dedans. D'accord. Et elle dit attendez, elle va mettre de la musique. Elle se déshabille complètement, sans enlever ses rollers. Okay. Elle va le rejoindre sur le canapé. Eddie lui demande si elle va les garder, ses rollers. Elle dit qu'elle les enlève jamais. Ah. Et elle ajoute un petit truc, elle dit il n'a pas intérêt à jouer en elle. Ok. Voilà. Ah, oui. C'est fou, hein, comme tu vois, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a besoin d'encadrer avec des contrats et tout, c'est normal, il faut. Mais alors. Là, c'est n'importe quoi. Quoi, vraiment, ils ont dit non. Chez le Réal. T'en tapes, quoi. Putain. Bon, après, j'imagine que ça témoigne de ce que devait être le milieu dans les années 70. Bah, bien sûr.
Bon, je pense que déjà tout le milieu créatif de base, il y avait beaucoup de compétition, beaucoup de personnes qui avaient besoin de se démarquer, donc c'était toujours dans l'excès. Et donc oui, le porno en plus, il y avait un mépris social, donc je pense que c'était clairement la course et tout et n'importe quoi. Mais voilà. Donc... Mais on n'enlève pas les rollers. Et voilà. Et alors là, pour le moment, la tonalité du film va évoluer. Mais pour le moment, c'est plutôt fun. C'est fun. Voilà. Ouais, les personnages ont l'air bien dans leur peau. Ils sont contents. Voilà. Bon, il y a un peu plus d'ambiguïté avec Amber parce qu'on a vu son fils, la drogue et tout ça. Mais mon Roller Girl. En tout cas, oui, il n'y a pas de problème de consentement. Non, genre tu sens que c'est OK entre eux. C'est le fun. Voilà. Eddie rentre chez lui au petit matin. Et là, sa mère l'attend dans le salon. Oupsie. Elle tire la gueule. Elle lui fait une scène. Elle s'en prend à la petite amie qu'on a vue, qui s'appelle Cheryl. Okay. Elle parle d'elle, elle dit que c'est une traînée. Elle dit que Eddie, c'est un énorme loser. Vraiment violente. Ah oui. Eddie veut se barrer. Il commence à faire son sac. Elle lui hurle dessus en disant que rien ici n'est à lui. Ok. Et le ton continue de monter et Eddie finit par se barrer en courant sans rien. Ok. Donc voilà. Son paquet. Avec son paquet. Je l'avais noté. Il a son CV. Il part avec sa bite et son couteau. Surtout sa bite en l'occurrence. Surtout le couteau, on trouvera d'autres. C'est pas grave. Mais ok. Mais voilà, il se barre du domicile parental et il est livré à lui-même. Le ras-le-bol. Donc c'est son embryon de carrière avec Jack, il va falloir que ça marche. Cut, il s'est passé à... On ne sait pas trop, mais peut-être plusieurs jours. Et Eddie débarque chez Jack, qui est très content de le voir. Il dit « Ah bah, ça y est, t'arrives. » Et justement, il a du monde à lui présenter. Okay. Et on retrouve des personnages qu'on avait aperçus au tout début dans la boîte de nuit, notamment Don Cheadle et John C. Reilly. Ils ont entendu parler du nouveau, ils ont entendu du bien. Et une fête est en train de s'organiser autour de la piscine avec des invités qui arrivent. Okay. Et là, il y a un vieux mec en costume qui descend d'une voiture avec chauffeur. Il est accompagné d'une très jeune fille qui est en bikini. Et vraiment très jeune. Et elle salue Jack et elle demande s'il y a de la coke à la fête. Ah. Il lui dit oui, il y en a près de la piscine, machin. Et là, c'est le début d'un nouveau beau plan séquence de 2 minutes autour de la piscine. Et alors, on suit d'abord le chauffeur de la voiture du gars qui ressemble à un producteur, qui nous amène à une conversation de Don Cheadle. Alors, il y a un détail que je n'ai pas dit sur Don Cheadle, c'est qu'il a un look de cow-boy. Il est habillé en cow-boy. Okay. Et il y a une scène dont je n'ai pas parlé un peu plus tôt dans le film, où lui, il est vendeur dans un magasin hi-fi. Ok. Et il est toujours habillé en cow-boy. Et son boss dit que ça plaît pas aux clients. En plus, il passe de la musique country. Il est dans son truc. Les gens se foutent de sa gueule. Ouais. Et donc là, il est encore en train de parler de son truc de cow-boy. Et il se demande est-ce que c'est un bon style ou pas. Et donc, c'est une sorte de running gag. Ok. On retrouve Maurice, le patron de la boîte de nuit, donc Maurice Guzman, qui lui discute avec Amber et il lui demande de convaincre Jack de lui donner un rôle dans un film. Donc il est les mecs insistants qui gravitent autour du milieu du porno et qui veulent absolument... Qui veut en être, tu vois. Ouais. On voit la jeune fille de la voiture qui prend de la coke au bord de la piscine. Évidemment. Et puis on voit une autre jeune fille qui plonge dans la piscine. La caméra la suit sous l'eau. Donc stylé. Le plan séquence se poursuit sous l'eau. Ça continue sous l'eau, c'est stylé. Et là, on voit Eddie et John C. Reilly faire une sorte de concours de saut dans la piscine qui va conclure cette séquence-là. Vous pensez quoi des plans séquences ? Vous aimez bien la virtuosité ? Je fais partie de ces gens qui sont à fond dans les plans séquences. Ouais. Moi, j'adore ça. En fait, j'aime me dire que tu n'as pas vu la difficulté de la chose quand tu es spectatrice, que tu vois juste le plan et quand tu regardes techniquement derrière la galère que c'est. Bon, dernièrement, il y a eu le super exemple de Adolescence. Ouais, où c'est incroyable le travail qui a été fait. Enfin, je me dis, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a c'est le côté un peu magique du truc, quoi. Enfin, j'aime bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, j'aime bien les plans séquences qui font oublier que c'est un plan séquence. C'est-à-dire que tu ressens au fond de toi qu'il y a une continuité, que tu es vraiment au fond du truc. Mais parfois, les plans séquences, ils te sortent un peu du film parce que c'est un peu une démonstration de force. Ouais. Et tu es en train de te dire, oh là, je suis en train de voir un super beau plan séquence, mais tu sors un peu du film. Ouais. Donc, dans Les Fils de l'Homme, par exemple, je trouve que c'est assez bien fait. C'est-à-dire que
comme tu es dans des scènes d'action très très intenses, tu peux oublier que tu es dans un film, quoi, et tu te rends compte seulement après que c'était un plan séquence de fou. J'aime bien les plans séquences au début de film, je pense. Parce que je trouve que ça t'aide à rentrer. Tu vois, Titan, il y a ce truc où le premier plan séquence, c'est genre 2 minutes, je crois, ou 3 minutes. Il est un peu long. Et c'est cool parce que tu rentres direct dans une ambiance hyper particulière. Là, je me dis, au début de celui-là, ça doit aider à rentrer dans le truc. Enfin, j'aime bien, je trouve que c'est le meilleur moyen d'installer un univers, je trouve. Enfin, c'est peut-être... Ouais, et là, en l'occurrence, dans Boogie Nights, je pense qu'il y a un petit peu le côté démonstration de force aussi sur lui. C'est un jeune réalisateur, il fait ses armes, il a des trucs à prouver. Et en même temps, je trouve que ça marche bien pour ce type de plan de séquence-là, avec le côté film choral et le fait de relier tous les persos. Et créer une sorte d'ensemble, plutôt qu'avoir un truc très haché. Et puis ça a du sens dans une séquence de fête, où en fait tout le monde est concentré au même endroit, et ça peut être le chemin d'un personnage dans la fête. Tout à fait. La caméra est comme une personne finalement, et donc je pense que dans ce genre de cas, tu oublies que tu es dans un plan séquence. En tout cas, ça ne perturbe pas ta vision du film. Bon, le film reprend, et là le téléphone sonne. C'est Maurice qui répond. Bon, il n'est pas chez lui, mais il est près du téléphone. Il est à la maison, bien sûr. Et alors c'est un enfant qui demande à parler à sa mère Maggie. Oh, c'est Amber. C'est la question que j'avais posée. Non, mais t'as raison. En tout cas, ça veut dire... T'as raison, c'est évident. Parce que Maurice connaît pas de Maggie. Ouais. Et il va demander dans la foule des invités est-ce qu'il y a une Maggie ou qui est Maggie, machin. Et il finit par répondre il n'y a pas de Maggie, et il raccroche. Mais comme tu l'as très bien senti, c'est très probablement le fils d'Amber qui essaie d'appeler. Et d'ailleurs, le montage nous le suggère complètement parce que on a un cut sur Amber qui est en train de sniffer un rail de coke et elle regarde Eddie faire un salto au ralenti dans la piscine. Donc elle est toujours dans sa fascination vis-à-vis d'Andy. Et là, on retrouve un perso qu'on n'a pas vu depuis un moment. Qui, à votre avis ? Un perso dont j'ai déjà parlé, mais... C'est qui qu'on n'a pas vu ? Ah, ben Little Bill. Bien joué. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Moi, je l'oublie pas, lui. Comment l'oublier, oui. Comment l'oublier ? C'est génial. Pour l'instant, tout ce qu'on nous a dit sur lui ne va pas. Donc, c'est vraiment... Je n'oublie pas cette personne. Alors, le pauvre Little Bill, on le retrouve. Et il est à la fête. Ouais. Et il voit un petit groupe de gens attroupés derrière la maison, sur le parking. Et il y a un couple en train de baiser par terre, au milieu des gens. Ah ben allez, on fait ça. Il va voir, bon, pas de surprise. C'est sa femme. C'est sa femme. Ok. Il est contrarié, il se fait remballer par sa femme, il s'en va. Okay. Et là, il y a un mec barbu qui vient lui parler de trucs techniques concernant le tournage sur lequel ils sont en train de bosser en ce moment. Et ils discutent tous les deux. Et en fait, c'est cadré de telle manière à ce qu'en fait, ils sont face à face. Et à l'arrière-plan, entre eux, on voit le groupe avec sa femme qui est en train de se faire prendre dans différentes positions. L'humiliation jusque dans la manière de produire le truc, tu sais. Genre, c'est terrible. Et donc, t'as le mec qui lui tient la jambe en parlant de trucs techniques et lui, il est trop mal et tout. Et ouais, c'est terrible. Ouais, il le vit mal. Il est pas bien, ouais, on voit qu'il est pas bien. Il est vraiment très très mal. Oh. Et là, on a un cut avec une petite musique stressante d'un coup. Okay. Là, il s'est passé un truc. On suit Jack, le vieux producteur qui était arrivé avec son chauffeur, et son chauffeur justement, qui trace dans les couloirs. Et ils entrent dans une chambre, et là, on a un type en maillot, et en fait, la gamine qui a pris de la coke, qui est évanouie sur ses genoux, le nez en sang, avec ce qui saigne du nez. Et du coup, le producteur demande à son chauffeur de gérer, d'emmener la fille à l'hôpital. Et le type en maillot, lui, il pleurniche en disant que c'est la deuxième fois en 2 jours qu'une fille lui fait une overdose. Il faut te remettre en question. Je pense qu'il y a des choix de vie qui ont été... Désolée, mais là, il faut se dire, bon, peut-être qu'il est temps que je fasse une pause dans ma vie. Là, c'est le gars, donc très, très pathétique. Ouais, en plus, il pleure pour ça, genre, remets-toi en question de tes prios, quoi, genre. Oh putain, c'est terrible. Bon, alors, ils emportent la fille par la porte de derrière, et là... on est à 40 minutes de film et on croise encore un nouveau personnage qu'on n'a pas encore vu. Okay. Et c'est un mec qui va devenir un des acteurs fétiches de Paul Thomas Anderson. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Et c'est quelqu'un qui d'ailleurs va mourir beaucoup trop jeune, à 46 ans.
je veux dire l'acteur, il est mort à 46 ans à cause de la drogue en plus. C'est Philip Seymour Hoffman. Ok. Là, dans le film, il a un look vraiment très particulier, donc cheveux mi-longs, il a un Marcel un peu trop petit. Des taches de rousseur et il y a un petit bidon aussi. Enfin, donc, voilà. La styliste s'est régalée sur ce film. Les styles sont géniaux. Les rollers, le cow-boy, lui, c'est un régal. Quoi. En fait, c'est pratique les années 70 quand tu as des films coraux où tu dois bien identifier les personnages. De ouf. Tu mets des patins roulettes à une, un petit chemise hawaïenne. C'est années 70, tout est permis. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas décrit tous les costumes, mais bon, vous vous doutez qu'il y a du colpel à tarte à profusion. Bien sûr. On est bien. Un régal. Donc, il scanne les invités autour de la piscine, il débarque à la fête, il repère Eddie assez vite, et il va se présenter. Et on apprend qu'il bosse parfois sur les films, alors il a l'air d'être une pièce un peu rapportée sur les tournages, et lui, il s'appelle Scotty J. Scotty. À ce moment-là, Jack et le producteur sortent de la villa, et ils appellent Eddie pour lui parler. Le producteur, il se fait appeler le colonel. En fait, toujours plus. Est-ce qu'on peut se redescendre un peu, quoi? Ok. Donc, il serre la main d'Eddie et il lui dit qu'il y a un truc qui serait important, c'est qu'il faudrait qu'il trouve son nom d'acteur porno. Ah oui, c'est vrai que c'est important. Voilà. Ouais. Ok. Et puis, bon, Jack présente le colonel, il dit un truc, une réplique marrante, il dit sur un ton très sérieux que le colonel s'occupe de fournir l'intégralité de l'argent qui finance les films. Et il précise que c'est une partie importante du process. Oui, effectivement, bien vu. Donc voilà. Et là, le colonel dit à Eddie qu'il a entendu beaucoup bien de sa queue. Oui. Et qu'il aimerait bien la voir là tout de suite. Ah! Il regarde. Il a une réaction satisfaite. De colonel. Et il dit merci. Mais c'est très formel. C'est assez sobre comme ça. D'accord. Avec en plus le gars, il a une gueule, mais putain. Ouais. Vraiment, enfin bon. J'adore savoir que le mec il a gardé son sérieux. Merci. Bonne journée. Au revoir. On se revoit. C'est son quotidien en fait. C'est un casting. Il porte un regard un peu professionnel. Bah, bien sûr. Non mais il faut bien sûr. C'est de la bonne marchandise. Non, attends, il est là pour bosser. Hein. Ouais. Bon, c'est la nuit. On a Eddie, John Cirelli et Jack qui discutent dans le jacuzzi. Ouais, John Cirelli et Don Cheadle, les deux, ils sont identifiés, c'est aussi des acteurs porno, un peu plus anciens. Ils discutent dans le jacuzzi et Eddie dit qu'il a réfléchi à son nom. Okay. Et il veut un truc qui claque et qu'il imagine déjà écrit sur un grand néon bleu. Évidemment. Et d'ailleurs, on voit le néon en question dans le montage. Et on voit le néon s'allumer. Et le nom, c'est Dirk Diggler. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom d'acteur porno? Dirk Diggler. Très années 70. Pas mal. Ouais. Mêmes initiales que Didier Deschamps. J'aime beaucoup savoir que ton cerveau a pensé à ça. Direct. Dédé. D'ailleurs, un peu plus tard dans le film, il se fait broder ses initiales sur des rideaux. Donc, il pense aux initiales. Il pense aux initiales. C'est important, les initiales. Puis il y a Dirk, Dick. Oui, évidemment, ouais. Et Diggler. Ouais. Ça fait très années 70. Ça fait très Dirk Diggler. Tu vois, ça fait très je viens pour en découdre, quoi. Ouais. T'as plus trop des noms comme ça aujourd'hui. Non. T'as juste des noms. Et franchement, tant mieux, on s'en passe, mais t'as plus des noms comme ça, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que. C'est des faux prénoms, non, quoi, aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, pour les mecs. C'est un peu interchangeable, les noms aujourd'hui. Enfin, c'est passe-partout, alors que Dirk Diggler, tu te souviens de lui, je pense. Parce que j'allais dire, dans le porno hétéro, il y a beaucoup moins de mecs que de femmes, je dirais. Reconnus. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, les noms, parce que j'ai pas trop en tête, ce serait quoi un nom très 2020? Bah, par exemple, en fait, t'as beaucoup de trucs, de connotations avec un X, un que ou un che. Okay. Donc Nikita Bellucci, Lena Cox, des choses comme ça. En fait, t'as beaucoup de trucs un peu plus catchy. Ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est pour les femmes. Ouais. Pour les hommes, alors t'as des vannes, comme je pense qu'il y en a un qui il y a, comment il s'appelle, Ryan, c'est Ryan Gosling et il a pris Ryan Gosling ou un truc comme ça, je sais plus le nom, enfin il s'amuse à, voilà. T'as des vannes comme ça et sinon t'as juste des noms prénoms, je sais pas, tu vois, par exemple il y en a un français qui s'appelle Nicolas Morena, c'est pas vraiment, enfin tu vois, c'est juste un pseudonyme. C'est juste un pseudonyme, c'est juste des noms prénoms, mais c'est aussi à cause des réseaux sociaux qu'il y a ça. Son pseudonyme c'est Nicolas Morena. Ah ouais. Il aurait pu. T'es déçu, quoi. Bah, ouais. Ça fait nom, vrai nom, en fait. Ouais, mais c'est à cause des réseaux sociaux aussi, ça, beaucoup.
Parce que comme beaucoup se font connaître sur les réseaux sociaux, c'est plus efficace d'avoir un nom-prénom qu'un pseudo, où ça se retient moins. Et comme ils font beaucoup leur pub via les réseaux, en fait, tu as ce côté un peu plus... ça humanise plus. Que si t'as Digler, tu vois. Ouais, mais si tu cherches Morena sur Google, est-ce que tu tombes pas sur des pages Facebook de random Peut-être, des mecs qui vont recevoir des DM. J'ai jamais trop pensé, mais j'ai pas d'autres acteurs. Max Dietz, par exemple, c'est un autre acteur avec qui j'ai bossé. Et tu vois, ça fait très nom-prénom. Et Manu Ferrara, mais du coup, je sais pas si c'est une référence à Abel Ferrara. C'est un cinéphile. Je l'ai interviewé il y a quelques jours. John Beruth, c'est pas un acteur, un réalisateur. Donc là, c'est en mode blague. Et Fred Coppola aussi. Fred Coppola, il est cinéphile aussi. Il est toujours là. Il travaille toujours. Et alors, pour revenir à Dirk Diggler, c'est pas anodin. Pardon. Parce qu'en fait, Paul Thomas Anderson, il a eu une particularité aussi, Paul Thomas Anderson, c'est qu'il a grandi à Los Angeles. Et en fait, il n'y a pas tant de réalisateurs qui ont finalement grandi près d'Hollywood. Ok. Et il a grandi, pour le coup, dans la vallée. Donc vraiment dans le quartier où commence le film. Et il a commencé sa carrière à 17 ans en tournant un court-métrage documentaire, donc un faux documentaire en 88, qui s'appelle The Dirk Diggler Story. Donc le premier court-métrage qu'il a fait, c'est un faux documentaire sur l'histoire d'un acteur porno. D'accord. Et donc sur un tournage. Donc on peut le trouver sur YouTube, le documentaire. Trop bien. Une trentaine de minutes, on mettra le lien en description. Et donc ça suit déjà... En fait, il y a à peu près tout l'arc du personnage avec... Il y a Dirk Diggler et le réalisateur Jack Horner, qui était à l'époque interprété par d'autres acteurs. Mais on les retrouve déjà. Et donc, et plein de choses qui se passent dans la vie de Dirk Diggler sont racontées dans ce petit documentaire. D'accord. Et ça se complète ou dans le film ça raconte les mêmes choses. Ça raconte les mêmes choses. Ouais, il a pris cette base. Enfin, il a plutôt imaginé le personnage. Et le film, il se passe pas dans les années 70. Il est contemporain. Il est en 80. Ok. C'est pas le Dirk Diggler Cinematic Universe. Non. Le DDCU. Non, c'était un embryon qu'il avait pensé dès qu'il avait 17 ans. Ok. Et alors, visuellement, c'est pas ultra intéressant. C'est vraiment docu tourné à l'arrache. En vidéo, mais par contre, je trouve que c'est impressionnant pour son âge du point de vue de la direction d'acteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tourné avec... Enfin, il y a notamment des séquences qui sont sur un tournage porno, donc avec plusieurs... les gens de la technique, le machin... Et du coup, des adultes, quoi. Enfin, et alors, il y a une voix off qui a été faite par son père. C'est vrai. C'est incroyable. Et à 17 ans, c'est fou quand même, à 17 ans de faire ça. Donc, mais son père qui est dans le milieu du cinéma ou pas Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit tellement un Nepo Baby. En fait, tu as plus de prédisposition à faire un court-métrage à 17 ans si tu as des gens dans ta famille qui sont acteurs ou je ne sais. Bien sûr. Ah si, pardon. Il est fils de Ernie Anderson qui est comédien. Ok. Donc ça explique pourquoi son père... C'est à l'aise de faire une voix dans ce court-métrage. De demander à ton père de faire la voix off de court-métrage sur un acteur porno, c'est quand même incroyable. Ouais. Bon, cut, on est sur un plateau de tournage, enfin. Ok, on y est, c'est bon. Un décor intérieur. Little Bill récapitule le scénario aux comédiens, aux acteurs qui vont tourner. À Dirk. Dirk, lui, il est en loge et il est en train de se concentrer. Ça va être sa première scène. Ouais. Le stress. Ça va être son moment. Scotty vient le chercher. Et Scotty lui dit qu'il aime beaucoup son nom, Dirk Diggler. Ok. Là, Dirk, du coup, arrive dans le décor et il va tourner sa première scène avec Amber. Waouh. Jack le briefe rapidement et dit quelques lignes de dialogue. Et il demande, du coup, si après le dialogue, il a appris ces lignes de dialogue, mais il demande est-ce qu'il passe au sexe tout de suite après. Ouais. Jack lui dit que oui. Il n'y aura pas de cut entre ça. Et, un plan séquence, donc. Décidément. Ça. Mais pour le coup, fixe, et puis un peu... bon. Et là, Eddie demande à Amber si elle est OK. Voilà, même sans coordinatrice d'intimité, il y a eu un petit truc. Un petit chèque de consentement. Il n'y a pas de souci de son côté. Et discrètement, Eddie demande à Jack si, à partir de maintenant, il peut
se faire appeler Dirk Diggler. Il lui demande, il a besoin que Jack l'appelle aussi Dirk sur le plateau. Pour entrer dans le perso. Ouais. Et aussi, je pense qu'il est déjà un petit peu dans sa construction de sa persona de star. Et il veut qu'on l'appelle Dirk. Il veut être la star. Il veut être Dirk Diggler. Donc moi aussi, je vais l'appeler Dirk à partir de maintenant. Ok, on respecte. Donc on reste avec Dirk et Amber qui discutent un peu avant que ça tourne. Bon, ils essayent de se mettre à l'aise. Il demande du coup pendant la scène est-ce qu'il doit aller jusqu'à jouir. Et elle dit que oui. Il lui demande où il doit jouir et elle lui dit sur ses seins si possible. Tout le monde se prépare. Dirk est quand même un peu stressé et il a envie de bien faire. On sent que c'est sa première scène, chouchou. Donc ça tourne et Dirk est en j'ai pas dit j'avais un petit point costume. Il a un costume en velours rouge. Évidemment. Un peu. Évidemment, la styliste, elle a dit attends, bouge pas. Alors là, juste ce qu'il faut. Et c'est marrant parce que justement, dans les films porno à l'intérieur du film, le côté cheesy, vraiment kitsch, est encore plus que dans les vêtements qu'il porte. Ça, j'adore. Dans le film, quoi. J'adore. Ça, tu vois, c'est un truc que je trouve qui manque cruellement. C'est que j'adore le côté hyper cheesy, kitsch à fond de ces époques-là. Je veux dire, aujourd'hui, ça n'existe plus et c'est un peu dommage. C'est vrai. Il n'y a plus trop de films porno. C'est-à-dire qu'il y en a encore, mais ça devient minoritaire. C'est vraiment, le porno, ça devient des scènes. Ouais. En fait, ce que tu vas avoir de gratos sur tous les sites, c'est des scènes. Mais tu as des films, je pense à... Alors, tu as des grandes productions françaises qui sont connues tous, qui font des films. Et dans ce cas-là, moi, ça m'est arrivé des tournages où il n'y a pas de styliste et c'est les acteurs-actrices qui emmènent, et d'autres où il y a des stylistes dédiés, tu vois. Donc, ça dépend. Mais c'est vrai que le côté... il y a quand même une volonté aujourd'hui dans les films d'être un peu plus moderne. C'est volontaire, sauf s'il y a vraiment une ambition d'être dans un film un peu historique, d'époque, mais le côté cheesy, il est un peu passé à la trappe, du coup. C'est soit on va vers Marie-Antoinette, soit on va genre, peut-être sûr, vous voulez pas un petit léopard là, une petite couverture de léopard en velours là, personne. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, il y avait des parodies de blockbusters hollywoodiens, donc Pirates des Caraïbes ou je sais pas quoi, Avatar. Ça, c'est toujours le cas. C'est surtout les prods américaines qui font ça, qui adorent faire ça. En Europe, il y en a moins, il y en a un peu, mais beaucoup moins. Mais oui, il y a des prods américaines qui sont limite spécialisées là-dedans, dans toutes les refs, les films, tout faire un petit conte de Monte Cristo. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Moi, j'aime bien parce que c'est catastrophique, mais bon. Aujourd'hui, tu as les nouvelles alternatives avec les cosplays, tout ça. Où ils vont aller chercher quelque chose de plus travaillé, de plus fin, moins dans la comédie, plus dans l'incarnation. Donc, quand tu dis Bob l'éponge, ils vont te faire un vrai Bob l'éponge, tu vois. Genre, ils vont pas te faire vraiment le truc rigolo de Bob l'éponge, quoi. Voilà. Bon, alors la scène, ça consiste à Amber qui fait passer un casting à Dirk. Ok. Et ils ont une petite conversation qu'on nous montre du point de vue de la caméra. Donc, il y a une sorte de petit effet sur l'image, ou comme si on voyait le film, quoi. Et elle finit par lui dire qu'elle a besoin qu'il retire son pantalon pour qu'elle se fasse une idée de la taille de son sexe. Jusque-là, c'est très réaliste, parce voilà. qu'on a demandé la veille. On a vu ça, en vrai. Et alors, il y a donc, il obtempère, et on a des contre-champs avec des zooms successifs sur tous les membres de l'équipe qui ont tous l'air très impressionnés de ce qu'ils découvrent. Et alors, Scotty, qui lui tient la perche, il prend le son. Ok. Oui, la perche. Tu m'avais dit qu'il était sur le tournage, mais donc il bosse, la perche, voilà. Oui, il tient pas cette perche-là. Il dit pas, non, regarde, donc il est en train de prendre le son et il est vraiment pas loin de défaillir, quoi. Et là, lui, ça lui fait un effet, vraiment un effet bœuf. Ah ouais. Bon, il se déshabille. Effet bœuf, pas mal comme expression des les expressions, elles sont vraiment chaudes. J'en ai une autre qui arrive. Ils se déshabillent et commencent à faire leur petite affaire. Mais ça, je me disais que ça manquait, parce que depuis tout à l'heure, tu ne l'as pas dit celle-là. Ils servent la soupe. Alors, pas tout de suite la soupe. D'accord. Alors, ce qu'on voit, nous, tout en entendant les gémissements des deux protagonistes, c'est un mélange de gros plans sur leur visage, de réaction de l'équipe qui est silencieuse, parce qu'on est en train de tourner, il ne faut pas faire de bruit. Et sur l'objectif de la caméra qui zoome, on voit la lentille se régler. Et aussi sur la pellicule qui tourne à l'intérieur de la caméra. Ok. Et justement, c'est important, la pellicule, parce qu'on arrive au bout de la bobine. Ça rajoute une complexité sur les tournages porno, qu'il faut changer les bobines tout en restant performant et tout ça.
Alors, tu me diras, aujourd'hui, on fait plus de plans non plus. On arrête, on les arrête pour changer de plan tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai que la bobine, changer le temps les de changer les angles et tout, donc ça met genre 5 minutes. Mais les bobines et tout, je me dis, ça doit mettre du temps à... Alors, Jack demande de changer rapidement, justement. Il sent bien que l'enjeu. Et ils en profitent aussi exactement pour changer l'angle de la caméra. Ok. Ça tourne à nouveau. Donc, entre-temps, ils ont fait une pause. Et puis, Dirk et Amber reprennent. La scène continue et on arrive au moment où Dirk est prêt à jouir. Ouais. Et là, Amber, finalement, lui dit de venir en elle. Ah! Et à noter, j'ai juste noté ça, que quand j'ai pris mes notes, le correcteur orthographique m'a proposé de remplacer par venir chez elle, ce qui veut dire complètement autre chose. Tu viendrais pas au café samedi? C'est pas dans le... Peut-être pas le moment. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Donc... Elle lui précise que c'est bon niveau contraception. Alors, l'expression qu'elle utilise, elle dit « I'm fixed ». Donc, je ne sais pas exactement quelle contraception elle a. Est-ce que ça veut dire quick ou est-ce que ça veut dire... Je ne sais pas si dans les années 70, on pouvait déjà ligaturer ou je sais pas. Honnêtement, je ne suis pas assez renseignée. Donc, elle dit « I'm fixed ». Elle ne dit pas « je prends la pilule » ou « j'ai un stérilet » ou je sais pas quoi. Bon, bref, il jouit. Et Jack dit que c'est parfait, tout le monde applaudit, c'est super. Ah oui, ils sont quand même contents, même s'il a changé les plans, tout va bien. Oui, non, alors t'as raison, justement, ça c'est un souci. Parce que alors, là, il y a une assistante qui apporte un peignoir à Amber. Tous les mecs viennent congratuler Dirk et même lui serrer la main. Enfin, il y a des questions de timing quand même. Et il y a quelqu'un qui, comme toi, a pensé aux problèmes pratiques. D'ailleurs, qui a pensé aux problèmes pratiques, à ton avis? Little Bill. C'est mon préf. T'attaches pas trop à Little non. Bill. J'ai vu à la manière dont t'as déchanté en mode oui, bon, allez, on se calme. Oh non. Il est un peu contrarié. Il dit à Jack du coup qu'ils n'ont pas eu de plan d'éjaculation. Bah oui. Et alors il commence à dire peut-être on va pouvoir se débrouiller avec du stock. Du faux. Non, alors il dit on a peut-être des plans de stock qu'on pourrait utiliser. Ah oui, bah bien sûr. Parce que dans les années 70, ils faisaient parfois des montages un peu... Bon, mais Jack, il est pas du tout... il dit non, ça sera pas raccord, ça va pas du tout. Ok. Voilà. Et là, Dirk, il intervient en disant s'il faut refaire un gros plan, il n'y a pas de problème, il peut. Ok. Donc il a des compétences de... Il a l'air de fait pour ce job. Des grosses journées. Il l'avait dit tout à l'heure. Enfin, au début on avait vu au début qu'il était capable d'enchaîner. Ouais, mais bon, après, tant mieux, il a un super CV pour le métier. Écoute. Il a un don. Il a un don. Bref, on sent bien là qu'on vient d'assister à l'ascension d'une star. Ouais. Et donc, comme je disais, ça recoupe des formes hollywoodiennes. Ouais. Et on est vraiment sur le type Star is Born. Il y a aussi dans un autre film qui avait repris ce canevas pour l'emmener vers quelque chose de plus subversif, c'est Showgirls de Paul Verhoeven. Oui. Qui suit du coup une stripteaseuse à Las Vegas, qui au début va être danseuse et puis et on est un peu dans cet univers. En général, c'est grandeur dans la première partie et décadence dans la deuxième. Donc on est au milieu là, c'est ça? C'est le canevas. Ouais. Okay. Et alors justement, avant d'aller sur la suite, je vous propose un mini-jeu. Oh, j'adore les jeux. Et c'est un jeu qui va reposer sur un truc dont on a parlé très brièvement tout à l'heure, ça va être le jeu des titres de parodies pornographiques. Ah, trop bien. Donc tout simplement, je vais vous donner des titres de films connus, donc des films traditionnels, et vous allez essayer de devoir trouver le titre de la parodie porno. Tellement bien, tellement bien. J'en ai quelques-uns. Alors, le premier, c'est un des plus connus, je le connaissais déjà, c'est la parodie porno de Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 mains, non? C'est Blanche-Fesse. Blanche-Fesse et les 7 mains. Les 7 mains. Pardon, je suis allée trop Il vite. y a du double jeu de mots. Ça, c'est à l'ancienne. Hein. C'est un film de 1981. Là, c'est vraiment à l'ancienne. Blanche-Fesse. Je sais pas si je signe. Je sais pas si j'y vais pour aller. Je vais voir. Non, franchement, trop vintage. Trop vintage. De toute façon, globalement, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais justement, les parodies porno, c'est un truc un peu vintage. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai retenu plutôt des films français. En tout cas des titres français, parce que les parodies américaines, elles sont toutes sur le même modèle. Elles prennent le vrai titre et elles disent
Iron Man XXX parodie. Ouais, il n'y a pas de jeu de mots. Mais ça, c'est vraiment qualité française. C'est l'amour du jeu de mots, l'amour des lettres. Et en parlant d'amour des lettres, la parodie porno des Tontons Flingueurs. Tonton Baiser. Je l'ai su, ça. Tu l'as su. Les Tontons Tringleurs. Les Tontons Tringleurs. Bien sûr, exactement. Ça marche mieux. 2000, magnifique. La vérité si je mens. La vérité si je bande. Exactement, 1999. Je l'avais su là. Armageddon. Spermageddon. Non? Ouais. Comme ça. Il y a un film là qui sort et qui s'appelle Spermageddon, c'est pour ça que je pensais à ça. C'est une sorte de Pixar sur des spermatozoïdes. Ouais. J'ai vu, c'est un film d'animation. Oui, c'est un film d'animation. Il est très drôle en vrai. Ça commence par un A. Ah, attends, t'as dit Armageddon. Armagod. Ah non. Le jeu de mots est pas ouf. Enfin, c'est pas vraiment. Je l'ai pas. C'est Analgeddon. Oh, wow. Ah oui, si. 2004. Limpide. Ouais. Ah ouais, waouh. Je sais pas si j'y vais quand même. Hein. Là, t'es là, ouf, c'est peut-être un peu trop costaud. Là. Il y a un thème en tout cas. Pas ouf d'aller voir ça, quoi. Alors, là, c'est même pas un jeu de mots, mais il y a une parodie porno de Bienvenue chez les Ch'tis. Les ch'tis de coquine. Ouais. Il a dit avec tellement d'aisance, je l'ai vu. Les ch'tis de coquine, bien sûr. Classique, je l'ai vu 3-4 fois. Grand film. Alors là, j'en ai un qui ça donne envie de voir parce que j'ai vu le pitch. Le titre de la parodie est en anglais. Ok. C'est la parodie porno de Edward Scissorhands, donc Edward en main d'argent. Oh là là. Et donc il y a une parodie porno de Edward Scissorhands. En main d'argent. Il a des bites à la place des mains. Ouais. C'est Edward Penis Hands. Oh là là. Il a des bites à la l'horreur. Oh l'horreur. Il y a un mec qui a signé ça. Sur Terre, il y a un mec qui a signé qui a dit bah oui, dommage, je donne les financements, bien sûr. Oh là là. Tout existe. Tout existe, c'est ça qui est terrible. Il y avait un livre, je crois qu'il est plus en vente, qui existe de toutes les parodies. Ah ouais? Je sais plus qui m'a dit ça et j'étais mais il me le faut. Avec les affiches et tout. Ouais, il dit il est plus en vente. Alors là, je vais tout faire, tous les vides-greniers. Je veux le trouver. Alors, pour le coup, jeu de mots de qualité pour 3 hommes et un couffin. Oh là là. Le jeu de mots, il est golden. 3 bits et une... Ouais, mais 3 bits ça ressemble plus. Ça ressemble plus à 3 hommes. 3 hommes et... C'est 3 obs et un cul fin. Ah oui, d'accord. Moi, j'adore celui-là. Ouais, celui-là, il est terrible. C'est propre. Là, c'est étudié. Et j'ai un petit dernier pour la route. Enfin, après, j'en aurais plein, mais que je vous donnerai juste pour la bonne bouche. J'ai chéri, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai agrandi ma bite. Non, mais genre, je vois pas d'autres trucs. Ton cul. Ça ressemble plus à gosse. L'après-midi qu'on passe. C'est pas chérie, j'ai agrandi ton cul. C'est chérie, j'ai agrandi les godes. Ah. Je préfère le mien. Ouais. Après, je pense il a dit ton cul. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que. Oui. Si t'as grandi les godes, en fin de compte. Évidemment, bon, sinon c'est de performance, quoi. Bon, je vous propose pêle-mêle quelques autres que j'avais notés. J'avais Rasta Keket. J'adore Rasta Keket, il est très drôle. Da Vinci God. Ah, très chouette. Rodéo sur Juliette. Putain. Certains l'aiment chaude. Ça, j'aime bien. Ou encore l'arrière-train sifflera 3 fois. Il y en a des styles, en vrai c'est quand même c'est poétique même. Ouais, voilà, c'est rigolo, ceux-là je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu des films en fait. Ouais. C'est que j'ai pas retrouvé le voilà. Donc peut-être juste la vanne. C'est ça. Mais les vannes sont bonnes. Merci pour cette sélection. En tout cas, cette petite parenthèse. Revenons donc à Boogie Nights et à l'ascension de Dirk Diggler. On entre là dans vraiment une séquence de montage à la Scorsese. Plein de choses s'enchaînent très vite. C'est tu vois la montée, quoi. Tu vois la montée et donc là, c'est la teuf, il y a la musique, il y a du champagne. Tout le monde fête le succès donc, du nouveau phénomène. Dirk fait du shopping, on le voit essayer des chemises. Il a des rideaux brodés. Exactement. il a des rideaux brodés. On le voit vite fait tourner une autre scène avec Roller Girl. Il va en boîte de nuit, ça danse. Un nouveau film sort. Qui s'appelle Spanish Pantalones. Bon, voilà. Qu'on voit sur le fronton d'ailleurs d'un cinéma de la chaîne Pussycat Theatres, qui était une grande chaîne de cinéma porno aux États-Unis. Et il y a eu jusqu'à une 30aine de salles à Los Angeles dans les années 70. C'est énorme. Il faut quand même se représenter le truc, énorme. C'est dingo, quoi. C'est dingue, c'est incroyable. Mais pareil, à Paris, il y a les grands boulevards. À l'époque, c'était des dizaines et des dizaines beaucoup de cinéma porno. Ouais. Et c'est fou comme... en fait, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui,
on a du mal en France à créer un festival du film porno éthique. Quand tu sais que dans notre histoire, il y a eu énormément de culture porno. Alors, tout n'était pas bon là-dedans, évidemment. Mais tu vois que le mode de consommation a drastiquement tout changé. J'arrive pas à dire le mot. Tout changé, quoi. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Jack lit des critiques dans le journal. Il y a aussi des critiques des films. Oui, bien sûr, j'y ai pas pensé. Elles sont dithyrambiques pour Dirk Diggler. Ok. Il y a même du split screen dans le montage, donc vraiment là, on est dans une sorte de frénésie. Et son succès va continuer à grossir et grossir et grossir. D'ailleurs, il y a une réplique dans le film qui fait cette répétition de grossir, grossir. Bon, ce qui n'est pas très fin, on voit de quoi il s'agit. On n'attendait pas plus de finesse non plus. Il y a une nouvelle scène de danse en boîte de nuit, donc tout ça, on est sur une super BO et c'est très entraînant. Est-ce que lui, il est tombé dans la coke ? Pas encore. Ah, pardon. Ok, je t'ai coupé. Mais parce que peut-être que dans les plans, on peut le voir prendre de la coke. Pour le moment, on n'en voit pas. Mais tu l'as bien pressenti, et puis Hugo parlait aussi dans ce canevas, les deuxièmes parties sont souvent lugubres, on va y arriver. Non, là, pour le moment, on est toujours dans l'ascension, et ils vont à une cérémonie de récompense à Las Vegas, qui est affichée comme la deuxième cérémonie de ce genre, donc de remise de prix pour le porno. Et sur le chemin, ils sont dans un van avec les autres de l'équipe, et Dirk parle à Jack d'une idée d'interpréter un personnage récurrent, avec John C. Reilly aussi, un duo de détectives qui serait Brock Landers et Chest Rockwell. Et du coup, il y aurait tout un univers, et aussi et ils pourraient faire un peu du karaté entre les scènes de porno. Ils se font un kiff, quoi. À Vegas, Dirk Diggler, il gagne 3 récompenses. Révélation de l'année, meilleur acteur, meilleur beat. Donc, incroyable. Le strike. Le strike, quoi. Ça existe meilleur beat dans les cérémonies de ce genre? Non, il n'y a pas meilleur beat. Ça a peut-être disparu. Non, mais j'y étais la semaine dernière. C'est toujours un truc qui existe, des cérémonies. Ouais, il y a les X-Biz. En France. C'est en France? Non, pardon. En Europe, tu as les X-Biz, donc c'est à Amsterdam, et ils en font aussi à Las Vegas. Tu as plusieurs cérémonies de prix, mais les X-Biz, aujourd'hui, c'est ceux qui remettent le plus de prix. Non, c'est meilleur acteur. Mais tu as meilleure scène de groupe, meilleure interprétation de rôle aussi, parce qu'il y a quand même, on notifie les acteurs qui font l'effort de vraiment interpréter des rôles. Il y a les révélations, c'est aussi un truc. Révélations, ouais. Il n'y a pas de décor, costume. Non, mais tu as meilleure mise en scène. Alors cette année, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu l'année dernière. Mais tu as aussi des horreurs. Tu as aussi meilleur Gonzo, tu vois, tu es là, non, en fait. Et puis tu sais, tu es dans une salle avec plein de gens bien habillés, et tu as les titres, genre. Les titres que je sais pas si je peux les dire, mais genre, tu as des titres un peu hardcore de Gonzo, tu es là, bon, en fait, je m'en passe, quoi. Genre, la soirée, j'avais pas. Est-ce qu'il y a des extraits comme au César de 5 secondes? Ils font des boucles de 2-3 secondes de plan, tu sais. Quand même, donc tu vois quand même. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'intimité dans ce cadre-là parce que tout le monde s'est déjà vu. Enfin, je veux dire, c'est pas cette intimité-là qui existe. Mais c'est vrai que c'est dans une salle un peu habillée, tout le monde est chic, t'as eu un tapis rouge avant et tout ça, et puis d'un coup, t'as des trucs XXL et tout, t'es bon, m'en serait peut-être passé. C'est un truc important dans l'industrie. Enfin, c'est vécu comment par les gens? Oui, parce que quand tu as des prix, ça te permet de revoir ta rémunération, ton placement sur certains projets, ta visibilité. Un prix gagné, c'est aussi une meilleure visibilité sur des projets plus onéreux, sur les réseaux sociaux, des annonceurs qui parient un peu plus sur toi. Donc il y a quand même encore un mépris qui existe énormément sur le porno, qui fait que les acteurs, c'est leur seule visibilité. Même si sur les réseaux sociaux, ils sont actifs, ils n'ont pas de partenariat, ils n'ont pas de collaboration, ils n'ont pas tout ça parce que personne ne veut travailler avec eux. Puis là, c'est une cérémonie qui mélange les genres. Tu as de l'éthique, mais tu as aussi des trucs pas éthiques du tout, très mainstream. Donc tu as une confrontation de plusieurs mondes dans une même cérémonie. Là où tu as des actrices qui participent à tous les genres, d'autres pas du tout. Donc c'est c'est juste une soirée ou c'est dans le cadre d'un festival ou d'un truc C'est un festival de 4 jours, 3-4 jours. Donc il y a un show un salon. Ouais, il y a un salon, t'as plein de sujets abordés, t'as des talks, t'as des conférences, t'as des vendeurs, t'as des mecs qui viennent apporter des solutions pour protéger leur identité, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est aussi le moment où ils en profitent pour faire des collabs. Parce que tous les acteurs et actrices d'Europe, ils se retrouvent. Donc généralement, t'as un hôtel. Généralement, l'hôtel où il y a l'événement, ils savent qu'ils vont réserver. Tu vas les voir dans des vidéos. C'est ça. Et il y a aussi les indépendants, les modèles, enfin celles qui sont sur les plateformes. OnlyFans, tout ça, bien sûr, ouais. Et aussi récompensés? Oui, cette année, je crois que c'est la 2e fois
où il y a eu des récompenses autour des webcam girls, webcam boys, amateurs, tout ça, parce qu'ils savent aussi que c'est beaucoup de travail. Donc si, et puis la plupart des acteurs-actrices, même amateurs, évidemment, leur but, c'est d'aller dans la prod et inversement, la prod d'être indépendant. Enfin, les deux se mélangent finalement. Oui. Mais voilà, c'est très particulier, mais ça existe encore. Alors, revenons au film. Pardon. On est sur... Ah non, au contraire, il faut qu'on dérive, on apprend des trucs et tout. On est sur un tournage, cette fois en 78. Donc, le temps a un petit peu passé. Le temps a passé, oui. Dirk est accoudé au bar. Maurice joue le barman, donc il a eu un petit rôle. Il a eu un petit rôle, apparemment. Il a eu son petit rôle, c'est bon. Et puis voilà, ça continue à tourner. Apparemment il a joué aussi, il commence à jouer son personnage de détective. Et puis il y a une fête cette fois chez Dirk Diggler. C'est là qu'on voit les fameux rideaux brodés. Voilà. Maintenant il a une villa, tout ça. Il y a même une femme qui est en train de peindre son portrait. Il a plusieurs portraits de lui dans sa maison. Bon, ça va, on va se détendre un petit peu quand même. Mais il n'y a pas le roi Arthur, quoi. C'est bien cheesy, là, je peux te dire, les portraits ils sont... et il fait visiter sa maison à Amber. Et pour finir, il lui montre le garage. Il a une nouvelle voiture, une Corvette orange. Ah, on aime. Bon choix. Ouais. Bon choix. Ça enchaîne avec Jack qui est sur le montage du nouveau film, donc un film avec le personnage du détective, dont on voit un extrait. Et Jack est content et il dit à son monteur que c'est le meilleur truc qu'ils aient jamais fait. Oh wow. C'est exactement la vision qu'il avait. Ouais. Et pareil, tout est très fluide. Dirk gagne encore des prix l'année suivante. Il reste la star. Et devient une méga star. On arrive à une nouvelle époque parce qu'on est le soir du réveillon pour une grande soirée chez Jack. Et ce qui nous permet de savoir que c'est le soir du réveillon, c'est qu'il y a une grande banderole avec écrit « Au revoir les 70s, salut les 80s ». Ok. Donc on est pas n'importe quel réveillon, le réveillon qui va nous amener à l'année 1980. Et là, on a encore l'introduction d'un nouveau personnage. Et là, c'est un vieux type en costume bleu ciel avec une canne. Et alors, son arrivée, elle est vraiment mise en avant, elle est accentuée par la musique et par le montage. Il y a un effet qui n'a jamais été utilisé dans le film, c'est une série de jump cuts sur lui. Donc en fait, il avance vers la caméra et il y a des jump cuts. Vraiment pour... Il y a quelqu'un qui arrive dans le film. C'est important. Le mec s'appelle Floyd Gondoli. Évidemment. Et ça fait sens, il a une canne, un costume bleu, oui. Et il est joué par Philip Baker Hall, qui est, moi je ne le connaissais pas de nom, mais c'est vraiment un acteur qui a surtout joué des rôles très secondaires, mais vraiment il a collectionné plein de rôles secondaires. Et il a vraiment une gueule un peu sympa. Et notamment, il joue dans la série Seinfeld, il joue un des meilleurs épisodes de la série Seinfeld, dans lequel il joue un détective qui enquête sur un livre que Jerry, le personnage principal de Seinfeld, a oublié de rendre à la bibliothèque depuis 20 ans. Et donc, en fait, il joue le rôle d'un détective de bibliothèque qui va traquer Jerry. Et donc, c'est un épisode un peu culte et un personnage culte. Donc, c'est ce gars. Qui a vieilli entre-temps parce que on est encore un peu après. Et il est accueilli par le colonel qui lui dit qu'il faut qu'ils parlent tous les trois avec Jack. Apparemment, il y a des sujets importants à évoquer. Entre-temps, on voit Don Cheadle qui a laissé tomber son look de cow-boy. Ah. Et qui a une sorte de... Il est un peu habillé en égyptien. Ah bah c'est vrai. Non mais oui, mais quitte à rester dans le truc qui vont pas, vas-y on y va quoi. Bon, et il sympathise avec une actrice blonde. Il lui parle de ses projets, d'ouvrir son propre magasin de chanifi. Bon, voilà, il a des projets. Lui, il est toujours dans son monde, lui. Hein. Ouais. Oui, il a besoin de son père, lui. Amber emmène Dirk dans sa chambre. Et elle lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Elle lui fait toute une déclaration. Et on arrive à un truc dont on a parlé. Elle lui fait essayer de la coke. Ah non, Amber. C'est Amber qui va lui faire essayer. Mais non. Ah. Voilà. On retrouve les trois vieux qui discutent dans le bureau et Floyd Gondoli, il veut parler du futur. Et pour lui, le futur, c'est la vidéo. Il avait du flair, cela dit. Ouais, il se passe un truc au début des années 80 et ça va être un gros bouleversement pour l'industrie. T'imagines le bouleversement de fou que ça doit être. Enfin, je me dis, de vivre de l'intérieur, ça a dû être fou. Ouais. Et alors, il y a la vidéo. Et pas que la vidéo, parce que d'ailleurs il est venu accompagné de jeunes gens à la soirée, parce qu'il dit le futur c'est deux choses, c'est la vidéo et les acteurs amateurs.
Eh ben, il avait sacrément du flair, le bougre. Il était quand même... Mais Jack, il est pas chaud du tout. Ouais. Lui, c'est pas du tout sa conception du truc. Il trouve que la vidéo, c'est littéralement de la merde, que c'est nul, enfin, c'est une catastrophique. C'est un cinéphile, ce qu'on disait, c'est qu'il fait des films. Voilà, il est pas là pour faire des trucs avec des amateurs. Voilà. Et ça, le gars en bleu, ça correspond à un vrai personnage de l'industrie qui aurait existé à la fin des années 70. Je sais pas, sûrement il y en a eu plein comme ça. J'ai pas fait de recherche spécifique sur ça. Okay. C'est possible, mais je pense qu'il y a un amalgame de plein de trucs. En tout cas, clairement, il y a eu ce virage. D'ailleurs, il y a une série sur l'industrie du porno sur cette même époque qui est géniale, c'est The Deuce, et qui documente aussi cette bascule. C'est sûr que ça a complètement bouleversé. Et de toute façon, l'industrie du porno, comme l'industrie du cinéma, mais de manière, j'ai l'impression, encore plus rapide, a vécu tous les bouleversements. Et encore maintenant, en fait, chaque changement technologique ou juridique, c'est le porno qui prend en premier. Genre l'arrivée de l'IA, tout ça, genre c'est le porno qui expérimente en premier. Toujours Internet, ça a été le porno premier. Enfin, c'est toujours. C'est pour ça que je me dis que c'est même fou sur Internet, par exemple, même les plateformes de porno vont mettre au point des trucs qui après sont utilisés par YouTube, des features ou des trucs qui... Enfin, c'est hyper en pointe sur la technologie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de... Enfin, à l'époque où je travaillais à France TV, j'avais connu un développeur qui travaillait chez Pornhub. Et en fait, il allait chez eux parce que développer chez Pornhub, c'était hyper cool sur le CV pour aller derrière chercher de taf encore plus sympa, quoi. Alors, je dis pas que Pornhub est exemplaire, pas du tout. Je fais pas dire ce que j'aimerais dire, il y a plein de choses pas bien, mais en termes de codage, je sais pas, coding, quoi, apparemment, c'est un endroit où tu t'apprends plein de trucs et tout. Je dis, putain, mais je savais pas ça, enfin, je trouve ça fou. Voilà. Bon, donc, clairement, on va voir la vidéo, c'est un tournant énorme dans l'industrie du porno et pour le cinéma en général aussi. Et d'ailleurs, ça a complètement changé les habitudes de consommation. Et alors, dans le porno, on va y revenir, mais c'est une évidence, ça change radicalement la consommation. C'est terrible. Mais avant ça, j'ai un petit jeu. Un jeu. Parce que la VHS, du coup, ça a été toute une époque. Qui commence avec le premier film édité en VHS. C'est un film coréen de 1972. Il s'appelle The Young Teacher de Kim Ki-duk. Alors, c'est pas le Kim Ki-duk qu'on connaît, qui a fait Locataire, Pieta, Printemps, été, automne, hiver et printemps. C'est un autre Kim Ki-duk. J'ai découvert ça. Et la dernière, donc première VHS éditée en 1972, dernière VHS éditée, c'est A History of Violence de David Cronenberg en 2005. Ah, c'était la dernière ? La toute dernière VHS éditée en 2005. Et alors, entre 1972 et 2005, il y a eu des millions de cassettes vidéo vendues dans le monde. Et du coup, je vous propose le jeu des plus gros succès en VHS. Ah, trop bien. Alors, le but, ça va être tout simplement de me citer les 10 plus gros succès de l'histoire en VHS aux États-Unis, parce que j'ai pas pu trouver les chiffres consolidés pour le monde entier. Donc, c'est que des films américains. Mais voilà. Pour info, j'ai le top 25, mais on va essayer de trouver le top 10. Top 10 ? Peut-être un petit Star Wars. Ouais. Non, Star Wars, c'est pas dans le top 25. Ok. E.T. E.T. est top 15. Bien joué. Merci. En plus des films des années 80-90, ouais. Il y a beaucoup de films des années 90. Il y a des films plus anciens, mais qui ont été réédités. 90. Titanic. Ah. Titanic est top 4. Ah ouais. Karate Kid. Karate Kid n'est pas non. Je sais pas, je me suis sentie... c'est quoi les gros films des années 90 ? Je pense que vous avez besoin de trouver un truc qui va vous débloquer plein de films, en fait. Les Disney. En réfléchissant, ouais. Ah ouais, donc Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est le plus vendu de tous les temps. C'est vrai ? 55 millions dans le monde. En France, rien qu'en France, 3,4 millions d'unités vendues du Roi Lion. C'est incroyable, t'imagines ? C'est fou. C'est vrai que toutes les familles ont moi, j'avais la VHS du Roi Lion. On l'avait, nous aussi, bien sûr. Donc, Le Roi Lion numéro 1, Titanic numéro 4. Il y a quand même des films. Mais alors déjà, dans la veine des Disney, il y en a d'autres. Les autres Disney qui ont cartonné. Aladdin dans les années 90. Ouais, j'allais dire Aladdin, c'est le numéro 2. Ah putain, tu vois, pardon. De toute façon, c'est les Disney de notre jeunesse. Quand on est, alors, il y en a un autre beaucoup plus vieux qui est top 3. Un Disney plus vieux ? Ouais. Tarzan ? Non, plus vieux que Roi Lion et Aladdin. Ah Tarzan, il est top 25. Blanche-Neige ? Blanche-Neige et les 7 nains. Top 3.
des VHS les plus vendus de tous les temps. Oui. Oh, je les ai tous chez moi. Enfin, je les ai tous eus quand j'étais enfant, donc... Ah ouais. Donc, il y en a... Donc là, vous avez le top 4. Ok, attends, Jurassic Park, non? Jurassic Park est le top 5. Ah, bien joué. Ah oui, les Spielberg, ouais. Les Spielberg, je me dis que ça, tu vois. 5e élément? Alors, comme j'ai le top américain, il n'y a pas le 5e élément. Forrest Gump. Forrest Gump est dans le top 25, il est top 12. Tu cherches des films qui rassemblent toute la famille, oui, en fait, parce que c'est ça que t'achètes. Il y a un film d'animation de 95 qui est un énorme succès. Toy Story. C'est Toy Story. Ouais. Top 8. Ah, je suis trop contente qu'il soit dans le top. Parce que c'était trop bien Toy Story. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. En plus, il est il y en a un 95, donc en fait, il est pile dans le top de vente de VHS. Et puis, ça a été un gros succès. Bon, il y a deux Disney. Donc, encore? Il y en a un de 91 qui est top 7. 91. Putain, mais c'est fou, Disney. La petite sirène. Non. Ah, les Aristochats, non. Les Aristochats n'étaient pas à budget. Robin des Bois? Non. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, tout à fait. Ah, j'aurais pas misé dessus. Alors qu'il est bien. On cherche encore en Disney? On cherche encore deux Disney, en fait, pardon. Le top 9 et le top 10. Supercalifragilisticexpialidocious, là, comment ça s'appelle? Mary Poppins. Merci, Marie. Je me rappelle du mot le plus long, mais pas le nom. Mary Poppins, c'est pas dans le top 25. C'est fou qu'il ne soit pas celui-là. Le top 9, c'est un Disney récent, donc d'après le Roi Lion. Enfin, après le Roi Lion. Ah, La Reine des Neiges. Non, pas si récent. C'est trop récent. C'est juste après. Et c'est, Hercule. Non, moins récent. C'est un film d'animation de 1995 qui se passe en Amérique. Pocahontas. J'ai oublié celui-là. Pourquoi on l'a oublié? La honte. Et le top 10, c'est vraiment c'est un conte adapté par Disney. Un des contes. Cendrillon? Ah bah oui, on a oublié Cendrillon. En fait, c'est tout le top des meilleures ventes de Disney. C'est fou. Mais il y a quand même Titanic, Jurassic Park et un autre film, un film de 96, un film de science-fiction. Alien. Non, un autre, plus grand public et un peu plus fun. Independence Day. Ah oui. Voilà, dans le reste du top, il y a, donc on a dit, après il y a surtout des Disney. Dans les vieux Disney, il y a aussi Fantasia. Il y a dans les films, il y a Madame Doubtfire, il y a le Grinch, et il y a Maman, j'ai raté l'avion. Le Grinch, bien sûr. Il y a aussi le Batman de Tim Burton qui est dans le top 25. Okay. Ah bon? Et il y a deux films qui sont des directs to VHS de Disney. Il y a Le Roi Lion 2, qui est top 17. C'est quand même incroyable. Alors qu'il n'est pas sorti au cinéma. C'est quand même dingue. Et Le Retour de Jafar. Oui, mais les deux suites des deux premiers, quoi. Ouais. C'est quand même fou. Oui, c'est ça. C'est les deux plus gros succès en VHS. Ils font des suites direct to VHS. C'est quand même fou. C'est bien joué de leur part. Mais attends, mais t'imagines Disney... Bien joué. T'imagines Disney quand même autant de créations dans le top 10, c'est énorme. Enfin, moi, ça me paraît fou. En fait, tu peux le regarder autant de fois que tu veux chez toi. Or, qui aime regarder 66 fois le même film? Les enfants. Et donc, ou ceux qui se branlent. Ce qui nous permet de revenir à notre film. Boogie Nights. Parce que ça, c'est sûr que ça change l'industrie. Ah bah oui. Si tu dois aller dans un cinéma avec d'autres gens. Bah oui. Ah bah c'est pour te toucher la nouille. Bah bien sûr. Ou le faire dans l'intimité de ton foyer. Bravo la transition. Sachant que tu avais des petites cagettes pour visionner ton film tranquillou, mais c'était très cher. Et en plus, je pense pas dans les années 70 parce que quand tu fais de la projection pellicule, je pense que ça devait être galère de faire des box séparés. C'est vrai que c'était plus début, peut-être fin 80, début 90. Ouais, je pense que ça arrive avec la vidéo, genre en même temps que la vidéo. Tu pouvais louer ton film et avant de le louer, à table. Je me regardais quand même. Ouais, ça, je pense que c'est contemporain de la vidéo, en fait, les box ou je sais pas comment on appelle ça. Bon, donc revenons à Boogie Nights. Oui, on est toujours à la soirée du Nouvel An et voilà Scotty qui veut montrer sa nouvelle voiture à Dirk. Ok. Attends, c'est qui Scotty déjà? Scotty, c'est Philip Seymour Hoffman. Donc, d'accord. C'est celui qui est un peu en pamoison devant Dirk, qui a son look un peu particulier et qui prend le son parfois sur les tournages. D'accord. Qui a failli tourner de l'œil. Ouais. Ça me revient. Bon, et donc là, il emmène Dirk sur le parking et près de la voiture, sans prévenir, il l'embrasse. Oh Dirk le repousse. C'est gros malaise. Scotty est insistant. C'est vraiment malaise horrible. Ouais.
il dit qu'il a l'impression que Dirk le regarde beaucoup, il a l'impression qu'il y a un truc. Il finit par s'excuser en disant qu'il est bourré. Ils se font un câlin, ils se disent bonne année. Oui. Dirk s'en va et Scotty reste dans sa voiture et en pleurnichant, en se disant qu'il est vraiment un putain d'idiot, il le répète 60 fois. Et il a dérapé, il a mal lu les signaux. La lecture n'était pas fluide. C'était catastrophique. Ok, merde. On approche de minuit et Little Bill cherche sa femme. Évidemment, il a pas d'autre quotidien tout à l'heure. Oui, comme tous les soirs, en fait. C'est ça. Genre, pourquoi il fait l'étonné? Ça fait 10 ans, en gros. Ouais. Ok. Donc, Hugo, tu te rappelles que tu avais dessiné un canevas. Au début, tout était un peu festif. Et puis, à un moment, le film bascule. Ouais. On y est. Accrochez-vous. Arrête. Il entend des gémissements dans une chambre. Il va voir. C'est Dirk. Non, c'est pas Dirk. On voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur, on entend juste les gémissements. Il rentre dans la chambre et il ressort en fermant la porte. Il va jusqu'à sa voiture. Il va chercher un flingue. Dans la voiture, il prend un flingue. Oh, c'était sûr! Il le charge, il revient vers la maison. Tout est en plan séquence là. Pendant ce temps, les invités ils sont en train de faire le décompte du nouvel an. 10, 9, 8, 7. Lui, il ouvre la porte de la chambre. 5, 4, 3. Et il abat sa femme et son amant. Oh, tout le monde hurle. Ouais. Et on le voit arriver dans le salon, face caméra. Il sourit et il se tire une balle dans la bouche. Vraiment, la communication, c'est important. Non, Ouais. Je me permets. Donc là, ça jette un froid sur le film. Ah oui, oui. On a immédiatement un cut. Il est mort en 79 ou 80 du coup? En 80. Ah. sur le souci gong. du détail. Non, mais parce que c'est Oh, important. t'as fait le décompte alors je veux On en était où me dans le poser la décompte? question. Ouais, mais bien vu. Et donc on a immédiatement, enfin sur la détonation, on a un cut et un carton qui donc annonce la deuxième partie du film. Ok. Ok. On est dans les années 80, donc le carton dit 80s. Ok. Et cette deuxième partie, elle commence par les images d'un documentaire sur Dirk Diggler. Donc en fait, une version un peu revue du projet de Paul Thomas Anderson de ses 17 ans. Et dedans, alors, il apparaît assez vindicatif et mégalo. Il explique qu'il a un don, qu'il doit en faire bénéficier le public absolument. On va redescendre un peu, oui. Il a l'air aussi d'avoir commencé à prendre régulièrement de la coke. Enfin, il a des attitudes et une gestuelle où on pense qu'il est dedans. Et à la fin de la séquence, on découvre que le docu, il est réalisé par Amber. Ah. Et en fait, elle est en train de lui montrer un premier montage du docu. Ok. Il trouve ça super. Bon, quelques détails près, il y a un truc qui le gêne. Je vous donne ce détail, mais il est énervé parce que Jack, à un moment, suggère qu'il ne sait pas vraiment faire du karaté, alors qu'en fait, il sait vraiment faire du karaté. Mais bon, ça donne la psychologie du personnage. Le côté un peu narcissique, égocentré, quoi. Et donc, ils sortent de la salle de montage. En fait, ils sont chez Jack. Et Jack reçoit un appel du colonel qui apparemment est paniqué. En fait, le colonel a été arrêté, donc Jack va le voir au parloir. Et le colonel lui explique qu'il s'est fait choper avec une gamine de 15 ans. Oh, et surtout que la police a trouvé de la pédopornographie chez lui. Il essaie de se justifier, mais Jack, il est trop choqué, il ne veut plus rien entendre. Voilà. Donc déjà, là, le colonel, ça dégage. Ça dégage. Cut, et le temps là va avancer de plus en plus vite. On est en décembre 82. La boîte de nuit est aménagée pour fêter le mariage d'une des actrices dont j'ai pas trop parlé et qui arrête le métier. Donc ils sont tous rassemblés, mais pot de départ. C'est un pot de départ. Elle a trouvé un mec avec qui elle va s'installer et tout ça. Dirk arrive et il voit Jack avec un petit jeune. Un peu comme au début du film, il a vraisemblablement trouvé un nouveau talent. Ouais. Et du coup, Dirk fait la gueule, il refuse de serrer la main au petit jeune. Jaloux. Et il repart fâché, et il repart avec un type à moustache. Ah. Le type à moustache, c'est l'un des nouveaux amis avec lequel il prend pas mal de drogue. Et c'est lui qui le fournit en drogue. On les retrouve sur un canapé. Donc on a des cartons. Quand je dis que le temps avance vite, c'est qu'on va régulièrement avoir des indications de temps. Là, Là, on est en décembre 83. Ils sont en train de se défoncer. Ok.
Et en fait, on est chez Jack pour un tournage. Ouais. Et dehors, il y a un petit jeune dans la piscine. Le petit jeune, pardon. Celui dont il est jaloux. Et Dirk, il est dans le mal, il se sent pas bien, il est jaloux. Et du coup, Dirk, il va dans la salle de bain et il essaie de se chauffer face au miroir parce qu'il a du mal à bander. Je pense que la coke, ça aide pas, notamment. Ah bah, je me permets de dire peut-être pas. Voilà. Et au bout d'un moment, il réussit à se remettre en condition. Yes. Et il fait un peu la méthode Coué face au miroir et tout. Ça. Et il retrouve Jack au bord de la piscine et il dit qu'il veut tourner maintenant. Parce qu'il est prêt. Voilà. Mais Jack dit qu'ils seront prêts dans 20 minutes. Ils sont pas prêts tout de suite. Le ton monte. Ça part en grosse dispute. Tout le monde est choqué. Ça va vraiment loin. Dirk insiste trop. Jack lui dit qu'il est viré. Et Dirk finit par péter un câble et il se barre. Ah bah, dis donc. Fondu au noir, on est en mars 83. Donc le temps a continué de passer. Ouais, et là, Dirk, il est dans un studio d'enregistrement. Ok. Avec John C. Reilly. Et il chante. Oh, mais non. C'est une cata. Non, là, on sent que c'est le virage où il fallait pas tourner. Non, ok. Donc là, ils ont un projet d'album, machin. Bon. Pendant ce temps, Jack, il tourne un film en vidéo avec le petit jeune. Donc il a fini par céder à la vidéo. Et il est produit par Gondoli parce qu'en plus, le colonel est. Oui, du coup, il est en. Tableau, donc maintenant, c'est Gondoli qui le produit. Ok, donc il a dû se mettre à la vidéo. Ouais. Et en fait, il a l'air de plus trop croire à ce qu'il fait. Oh. Il est. Et dans le film, ça va à cette vitesse-là parce que tu racontes. C'est vraiment cut. C'est très cut. Ça enchaîne des séquences et c'est vraiment très fluide en fait. D'ailleurs, c'est difficile de. Mais c'est de raconter. En tout cas, ça accélère très très fort là, depuis. Et donc là, on va avoir un nouvel enchaînement de séquences encore plus fluide. Vraiment là, pour moi, c'est à la Scorsese, c'est le Scorsese des affranchis de Casino. T'as vraiment plein de trucs qui se passent et sans s'arrêter. Et là, en plus, toute la séquence que je vais raconter là, elle va mélanger différentes temporalités. C'est-à-dire qu'elle va le montage parallèle va mettre en parallèle une séquence qui se passe en une demi-heure, mettons, avec des trucs qui se passent sur plusieurs jours. D'accord. Dans le même montage. Donc d'un côté, on a Amber et Roller Girl qui font des projets en sniffant de la coke sur le lit. Ouais. Il y en a une qui dit qu'elle veut prendre des cours de poterie. Ça, c'est Amber. L'autre qui veut s'inscrire pour passer ses examens. Il y a toujours ces rollers tout le temps. C'est les mêmes rollers. Ça, je ne sais pas. Ça fait genre 8 ans autrement investi, quoi. Don Cheadle, lui, il est à la banque dans un beau costume, accompagné de la blonde avec qu'il avait rencontré à la soirée. Ouais. Et ils sont en couple et il essaye de faire financer son projet de magasin IFI. Est-ce qu'il est toujours habillé Non, et là, il est en costume. Il est vraiment... en fait, comme il va à la banque, il est vraiment... il est dans ses petits souliers, en plus. Si je peux me permettre cette expression. Ça me manquait. Ouais, on a vu la fierté dans tes yeux de la placer. Il y a une séquence où le chef-up, qui accompagnait Jack depuis le début, dirige une scène tout seul, donc sans Jack. Ok. Et vraiment à la vidéo comme ça, et c'est deux filles ultra siliconées qui sont menottées dans un jacuzzi, et on sent qu'on bascule dans un style de film qui a rien à voir, qui n'est plus la même chose, quoi. Déjà, si t'as même plus besoin de réalisateur, Ouais. On voit aussi un extrait d'un film avec le petit jeune, et c'est un truc vraiment bien violent, bien trashos. Il menace une femme avec un gun. Ok. Voilà. On a un montage de séquences du mec à moustache qui livre de la drogue chez Dirk. Et en fait, ils enchaînent les traces avec John C. Reilly et Dirk. Et en fait, et ces cuts, à chaque fois, on le revoit rentrer dans la maison plusieurs fois. En fait, ça fait une sorte de jump cut. Donc on voit qu'ils enchaînent. Et puis, il y a une autre séquence où ils vont ensemble, ils veulent essayer de récupérer leurs enregistrements dans le studio. Et le mec du studio refuse, et eux, parce qu'ils n'ont pas payé, et eux ils disent oui, mais on a besoin des enregistrements pour signer avec le label, mais lui il dit qu'il ne veut pas. Il faut payer, donc ils s'engueulent, le ton monte. Oui, parce qu'il n'a plus de moulin là, il travaille plus. Là, c'est la galère. Enfin, il devait avoir de l'argent de côté, mais qu'il est un peu en train de dilapider, quoi. Don Cheadle, il se fait recaler par la banque. Parce que, Dixit, le banquier représente une institution financière qui ne peut pas soutenir la pornographie. Et donc, le mec, il est identifié comme ça, et donc il ne veut pas lui donner de l'argent. C'est toujours d'actu, hein, c'est toujours très actuel. Bon, on est en septembre 83. Ouais. Et Amber
Amber qui donc s'appelle en réalité Maggie. Là, on est sorti donc de la séquence très fluide. Okay. Donc, on revient à un peu plus normal. Et Amber, donc, qui s'appelle Maggie, a rendez-vous avec le juge et son ex-mari à propos de la garde de son fils, qui est un dossier qui s'étale dans le temps. Elle n'a pas d'avocat. Ça se passe évidemment super mal pour elle et on la retrouve en pleurs à la sortie du rendez-vous. Là, la musique est lugubre. Et vraiment, là, la descente aux enfers continue pour les personnages. Et là, on a une séquence en parallèle, avec d'un côté Jack qui tourne une vidéo avec Roller Girl. Ils sont à l'arrière d'une limousine et ils vont prendre un étudiant dans la rue pour qu'il tourne une scène avec elle. On est sur le genre de truc de tournage vraiment foireux. Foireux et pas bien et tout ça. Et en parallèle, Dirk, visiblement, se prostitue. En fait, il monte dans le pick-up d'un inconnu. Ok. Et des deux côtés, les deux séquences en parallèle, ça se passe mal et c'est de plus en plus malaisant. Et la musique est vraiment... Elle est lourde. La scène avec l'étudiant dit qu'il était au lycée avec Roller Girl. Et elle dit non avec un sourire crispé. Elle ne se souvenait pas. Et bon, la scène est un fiasco. Ça tourne mal, quoi. Ah, c'est terrible. On revient à Dirk avec l'inconnu qui lui demande de se masturber. Dirk, il n'arrive pas à bander. Ils sont dans la voiture sur un parking désert. On revient à l'étudiant qui se fait virer de la limousine. Il insulte Roller Girl. Et Jack sort et il commence à le tabasser sur le trottoir. Une bonne journée. On revient à Dirk. Et en fait, lui, Dirk, il est tombé dans une embuscade homophobe. Ah merde. Et il se fait tabasser par un groupe de mecs qui arrivent en voiture. Oh, putain. Ouais. Et elle, Roller Girl, elle est en roller, elle sort sur le trottoir et elle commence à mettre des grands coups de roller dans la gueule du mec. Au sol. Ouais. Bon, donc tout est horrible. Tu l'avais prédit, hein. tu l'as vu venir, hein. C'est Noël. Et on retrouve Don Cheadle qui se gare pour acheter des donuts. Il se gare sur un parking et il est avec sa compagne qui est très enceinte. Lui, il a un beau costume tout blanc, chemise blanche, cravate blanche, toujours le style. J'allais te demander, j'allais dire, on en est où là, vestimentairement parlant, on en est où dans sa vie? Il est pas mal. Et d'ailleurs, les autres, au niveau vestimentaire, est-ce qu'ils se sont accordés aux années 80 ou on en est où? Ouais, il y a une petite évolution. Il y a moins de pelle à tarte. Mais bah oui, non, mais un peu des crêtes, des cuirs. Pas encore trop. Mais oui, voilà, il y a une évolution, mais qui est discrète. Il n'y a pas de truc hyper flagrant. Enfin, bon, de toute façon, on est vraiment à la charnière des années 80. Puis c'est des vieux, finalement. C'est des gens qui sont Oui, aussi, il y en a qui restent dans... Ouais, voilà. Ça, c'est vrai. je suis sévère, mais non, c'est mais quand même ça que ça raconte. T'es juste, t'es sévère, voilà, mais juste. Et donc, Don Cheadle, il est dans le magasin de donuts, il est en train de choisir, il garde les différents parfums et tout ça. Et à ce moment-là, un mec entre dans la boutique et il a un flingue. Et il braque le vendeur en lui demandant d'ouvrir la caisse. Don Cheadle tout de suite lève les mains en l'air, il flippe, normal. Et il y a un client moustachu à casquette assis derrière qui là commence à fouiller dans sa poche et il sort un flingue. Oh putain. Don Cheadle qui est du coup derrière le voit faire ça. Il commence à dire faites pas ça. Et du coup le client vise et il tire sur le braqueur. Oh, c'était... Vas-y. C'était Dirk? Non. Ok, j'ai eu peur, en plus, il est parti en couille. Le braqueur, il est pas cagoulé, quoi. C'est vraiment... c'est un gars. Ah, je croyais qu'il était cagoulé. Ok, donc, il tire sur le braqueur. Le braqueur, il tombe en arrière. Et en tombant en arrière, il tire sur le client. Le client est touché et il tire 2 fois. Une fois en l'air et une fois dans la tête du vendeur. Ah! Et donc là, t'as Don Cheadle, tout tremblant, couvert de sang sur son costume blanc. Et il est tout seul au milieu de 3 cadavres. En l'occurrence, 3 blancs par ailleurs. Ok. Donc lui, c'est un homme noir à Los Angeles dans un truc où 3 mecs sont morts. Donc il y a un petit moment de stress. Et par terre, il voit le sac de billets rempli par le vendeur pour le braqueur. Il hésite un peu. Et il décide... rien n'est explicité, mais plutôt que de devoir expliquer ce qui s'est passé à la police,
il décide de prendre la thune et de se barrer. Oh non, alors tu vois... Toi, t'aurais expliqué à la police, je sais pas. Il dit, monsieur le policier, comprenez-moi bien. Non, c'est terrible, il réagit sous le choc. Bon, en tout cas, il fait ça et il se dit... Oh merde. Bon, mais on n'aura pas trop directement la suite de cette histoire-là. Ok. Parce qu'on a un carton. Et on arrive à l'épilogue du film. Et le carton préalable, c'est écrit long way down, one last thing. La longue chute, un dernier truc. Et va y avoir une séquence de fin, d'épilogue. On est avec Dirk, avec John C. Reilly et le moustachu drogué. Ouais. Ils sont autour de la table. Il y a aussi Scotty qui est là. Bon. Oui, il est toujours dans les parages, lui. Et le moustachu a un plan pour se faire de l'argent facile. Donc les plans d'argent facile de drogué, c'est toujours du génie en général. Faut toujours les suivre. Si on vous dit, allez-y. Alors, en gros, son plan, il connaît un dealer qui s'appelle Rahad et qui a plein de pognon. Ok. Son idée, vous allez me dire si vous la trouvez brillante, c'est d'aller le voir, de lui vendre un sac de farine, quoi, en gros, pour $5,000. Oui, faire passer de la... Comme si c'était de la... bien sûr. C'est vraiment du génie. C'est brillant, j'adore. Et alors, il suggère, à un moment, ils disent dans la conversation, en plus, ça fera des sous pour réparer la Corvette. Bon, apparemment, la Corvette a eu un accident, la Corvette de Dirk. D'accrochage. Et Scotty essaie de leur dire que c'est une idée de merde, mais les trois y vont avec la Corvette de Dirk qui, effectivement, est complètement défoncée à l'avant. Ok. D'ailleurs, c'est un mystère du film, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Ouais. Ils arrivent devant chez Rahad. Et là, en descendant de la voiture, le moustachu, il sort un gros flingue. Ah. Les deux autres demandent pourquoi, parce que c'était pas du tout dans le plan. Ouais. Et il dit juste au cas où. Bon, il sonne chez le mec, il y a un énorme garde du corps qui leur ouvre, et Rahad, il est en slip peignoir. Rahad, il a lancé une playlist sur une cassette audio, c'est une petite évolution technologique. Bien sûr. Et Rahad, il est joué par Alfred Molina. Alfred Molina, c'est le méchant dans Spider-Man 2, le méchant avec les bras articulés dans le dos. Oui, je vois très bien. Ok. Il y a un jeune garçon qui s'amuse à allumer des pétards et les faire exploser dans le salon. Ça met une ambiance extrêmement stressante. Oui, tu m'étonnes. Et vraiment, il n'arrête pas, quoi. Et à chaque fois, tu as les trois mecs qui sont installés sur le canapé qui sursautent. Dès qu'il y a un pétard qui pète, quoi. C'est terrible. Donc déjà, l'ambiance, elle est vraiment très tendue. Rahad leur demande le prix. Et là, le moustachu, il a une sorte de fou rire incontrôlable. Déjà, ça met pas en confiance. Non. Ça aide pas. Et il finit par dire que c'est 5 000. Donc c'était le plan. Okay. Ouais. Le garde du corps leur ramène tout de suite $5,000 en cash et lui, il va tester la cam dans la pièce d'à côté. Oh là là. Pendant ce temps, il y a la musique, machin. Rahad leur demande s'ils veulent voir un truc vraiment fascinant. Et il va chercher une petite boîte de laquelle il sort un flingue et il commence à jouer à la roulette russe avec. Donc tout est hyper crispant. C'est vraiment un super moment qui passe. Et il fait tout un discours sur le fait qu'il adore faire des playlists sur cassette. Parce que la cassette audio qu'il a mis, c'est une playlist. Comme ça, il peut choisir les morceaux qu'il met, les enchaînements et tout. Et au moment où il est en train de raconter ça, il y a la cassette qui arrive à la fin et qui se rembobine pour se remettre au début. Commencer, ouais. Enfin, je sais pas si c'est pour changer de face ou je sais pas trop ce qui se passe. Mais du coup, il y a un silence. Donc, tout était musical jusqu'à maintenant. Et là, il y a un silence avec toujours les bruits de pétards qui pètent. L'ambiance terrible. Et il adore qu'il est de plus en plus mal. Et au bout d'un moment, il se lève et il dit « Bon, là, faut qu'on parte. » Ok. Mais là, son pote moustachu commence à dire qu'il veut que Rahad leur donne ce qu'il cache dans le coffre sous son lit. Et il sort son flingue. Ok. Donc mais pourquoi il fait ça? Genre, c'est prise d'initiative. C'est sa prise d'initiative. Il se dit qu'il y a moyen d'avoir plus de $5,000. On va prendre à se taire parfois. Et alors, très vite, ça part en fusillade avec le garde du corps qui évidemment, oui. se tire dessus. Rahad va s'enfuir dans sa chambre. Et il ressort avec un fusil à pompe. Allez. Il abat le moustachu. John C. Reilly et Dirk qui s'enfuient dans la rue. Il les pourchasse dans la rue, il tire. Dirk il réussit à pousser, ils sont un peu dans une rue en pente de Los Angeles. Il a réussi à pousser la Corvette un peu dans la descente. Il finit par, en courant à côté, à monter dans la voiture. Ok. Et à s'échapper, quoi. Ok. Et au bout d'un moment, il y a plus d'essence. Mais bref, il s'en sort. Il est loin, ok. Il est loin. Et on se rapproche de la conclusion du film.
cut, on est le jour. Dirk en train de pousser sa Corvette dans Los Angeles et il a l'air de reconnaître le quartier. Et en fait, il arrive chez Jack, qu'il n'a pas vu depuis un certain temps. Depuis qu'il l'a viré. Il va le voir, il s'excuse et il lui demande de l'aide. Et ils se font un câlin. Il y a aussi Amber qui est là, il y a Dirk, on voit du coup, donc pareil, là on a un enchaînement de cuts et de trucs qui vont... Jack est toujours dans le milieu du porno, il continue à faire de la vidéo ou pas? On sait pas trop, l'a pas vu. On est chez lui, on sait pas ce qu'il fait. Donc Dirk pleure sur les genoux d'Amber. Jack lui amène un verre d'eau. Et il y a une séquence qui commence, qui est sur God Only Knows des Beach Boys. Et où on va retrouver tous les personnages et un peu savoir ce qu'ils sont devenus. Don Cheadle tourne une pub pour son nouveau magasin de stéréo. Ah, il a réussi. En vrai, grâce à la thune des donuts. Franchement, on peut lui souhaiter ça. Alors, pas dans les meilleurs moyens, mais c'est bien, il a réussi son petit mission de magasin de chez De toute façon, il n'avait pas trop de moyens parce que la banque lui a dit non. Oui, donc il a trouvé l'argent lui-même. En fait, lui, c'est le loser du film depuis le départ qui gagne à la fin et tous les autres, c'est l'inverse. Quoi. Exactement. Ouais. C'est souvent comme ça. Alors, soyez un loser. Ça finira par payer. Ça finira par revenir à vous. La pub, la preuve qu'il y a quand même une forme de solidarité. On a le contre-champ ensuite. C'est Amber, Scotty et le chef-op qui tournent la pub avec lui. Ah, d'accord, c'est chouette. On retrouve Roller Girl en classe. Elle est revenue en cours. Elle a repris les cours. Le colonel, il est en train de se faire tabasser dans la cellule de sa prison. Oh, écoute, on va pas le plaindre. John Cirelli, il fait une sorte de spectacle de magie un peu érotique, avec où il fait apparaître une meuf seins nus. La copine de Don Cheadle accouche. Oui. Et Scotty est là pour filmer en gros plan. Ok. Voilà. Et puis, à la fin, tout le monde est là, dans la maison de Jack, comme une petite famille un peu bancale, où chacun essaye de trouver son rôle. Il y a notamment le bébé, ils le font nager dans la piscine. Qui vient de naître et tout. Et puis, on retrouve Dirk dans la dernière séquence du film, qui est dans une loge, et il révise son texte face au miroir. Et c'est une scène des aventures de Brock Landers. Alors, on ne sait pas si c'est une scène qui fantasme ou si c'est... Je ne sais pas trop comment interpréter ce qui se passe concrètement. Est-ce qu'il continue à tourner des trucs ou pas. Donc, il est face au miroir. Et puis il se lève, il a un costume blanc avec une chemise rose. Et toujours face au miroir, il ouvre son pantalon. Et là, il sort une énorme tub. On la voit ? On voit. Une prothèse énorme. Ok. Et il répète « Je suis une star, je suis une star, je suis une star ». Et il se rhabille et il sort de la loge. Et c'est la fin de Boogie Nights. Déjà bravo d'avoir tout synthétisé, bravo parce que ça a l'air d'être costaud comme film quoi. 2h30, 2h40. Oh putain, j'en reviens pas qu'ils aient montré la tub à la fin. Ils aient dit non, ce film il y aura une tub à la fin. En fait ils ont fait monter tout le truc et le fait de la montrer, il y a quelque chose de... Il y a un peu ce truc de... Ok, ça me donne trop envie de le voir. Pas par rapport à la tub. Je ne me permettrai pas. Non, de tout ce que tu as raconté, j'ai trop envie de le voir. J'ai envie de voir les décors et tout. Pour le coup, par rapport au fait de le raconter, ce qui ajoute vraiment... Déjà, c'est le jeu des acteurs. Le casting, franchement, il est incroyable. Et tous, ils sont à un niveau de jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Tout ce qui est en termes de montage, de mise en scène, parce qu'il y a même des trucs, des détails. Tu vois, le détail au tout début de l'étoile qui apparaît derrière lui. En fait, je le décris comme ça parce que, et en connaissant le film et tout, je le remarque, mais ça se trouve, c'est pas un truc super évident, quoi. C'est des petits détails de mise en scène, c'est un soin sur plein de trucs, la lumière, les décors, les costumes, tout est... Ça donne envie de le voir. C'est quand même un sacré truc. Souvent chez lui, il se passe plein de trucs dans chaque plan et donc tu peux voir les films même plusieurs fois et surtout quand il y a plein de personnages comme ça avec plein d'arcs narratifs. Il y a plein de petites choses à remarquer. T'as jamais terminé d'explorer ces films. J'adore. Et tu sens qu'il y a une vraie... En fait, à la fois, il y a une lucidité sur l'industrie et sur l'époque et en même temps une tendresse et un truc... Enfin, en fait, il essaie d'être assez sincère dans ce qu'il dépeint finalement. En fait, je pense qu'il y a des gens ou un milieu qui j'allais dire, dans lequel il a grandi, pas vraiment, mais en tout cas, il y a une parenté avec le milieu dont il parle qui rend le truc plus sensible, même si...
on n'est ni dans un truc, dans une apologie, ni dans un truc de dénigrement total. Complètement. Et c'est vraiment la grande fresque en disant c'est un moment de l'histoire des États-Unis, de Los Angeles, et c'est assez intéressant. Moi, je trouve qu'il y a certaines choses qui ont un peu vieilli justement sur, en fait, notamment, moi je trouve que le truc qui a le plus vieilli, c'est que par rapport à 97, des œuvres mainstream sur le porno, il y en a eu plein. Ouais. Et du coup, le côté un peu edgy de faire une sorte de grande œuvre noble, entre guillemets, sur quelque chose qui n'était pas du tout noble, ça a un peu perdu de ce décalage-là. Ouais, après, aussi mainstream que ça, il n'y en a pas tant. Enfin, tu penses à quel film, par exemple? Non, mais par exemple, je pense à la série The Deuce, qui est un truc comme ça. Après, il y a eu d'autres séries, même, notamment en France. Il y a eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a une série sur le porno en France, ça s'appelle X ou un truc. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, je ne l'ai pas. Il y a eu quelques films, du coup, pas du tout aussi mainstream, mais à différents niveaux. Il y a... Comment ça s'appelle, Pleasure? Non, il y a un film suédois qui est beaucoup plus récent sur l'industrie un peu actuelle. C'est vrai. Non, si, mais après, c'est... Je pense juste qu'il y a ce côté à la fois un peu fasciné. Ouais. Je pense que tous les gens aiment comprendre un peu comment ça marche, que ça va, d'autant plus dans l'histoire, parce que c'est tellement un milieu, comme on disait tout à l'heure, qui a évolué vite, mal, et qui continue d'évoluer vite et pas toujours très bien. Que on sait, je pense que dans l'industrie, ils savent très bien que la curiosité un petit peu... le voyeurisme un petit peu des spectateurs sur cette industrie fonctionne toujours. Après, comment le présenter? Moi, je trouve que c'est très compliqué parce qu'on regarde ça avec nos biais, quoi. T'as des gens qui détestent le porno, t'as ceux qui aiment et t'as ceux qui aiment tel type de porno. Donc, t'as forcément Comment dire? Je trouve que c'est dur d'avoir un regard sur cette industrie sans y mélanger, toi, tes envies, ce que t'aimes et ton a priori sur tout ça, quoi. Ouais, et je dirais qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'en 97, c'est... entre guillemets avant Internet ou au tout début d'Internet, et donc ce qui va être aussi un énorme bouleversement pour l'industrie du porno, évidemment, et aussi sur le mode de consommation et sur le rapport des gens. Et du coup, je dirais que le tabou, en tout cas autour du porno, était quand même beaucoup plus fort à l'époque. Complètement. C'est-à-dire que même s'il y a eu... je pense à un certain nombre de trucs qui... Et il y a aussi un côté un peu cyclique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'époque dont il parle dans les années 70, c'était une époque où il y avait une libération du rapport au porno, justement parce que c'était... il était visible dans la rue, on ne voyait pas les films dans la rue, mais je veux dire... Non, mais c'était dans les cinémas. Ça prenait un autre espace. Donc c'était présent dans la ville. Et la fin des années 90, c'est le moment... où au contraire, avant que l'explosion d'Internet, on retombe dans un truc où c'est quelque chose de très opaque. Les gens font dans leur intimité, dans leur coin, avec des cassettes vidéo sous blister ou je sais pas quoi. Complètement. Et donc, je pense qu'au moment où il le fait, il y a un côté très subversif. Et pour autant, ce qui est un peu drôle, c'est que le film il est censé se passer dans les années 70, donc avec des problématiques de cette époque, etc. La réalité, c'est qu'il n'y a pas tant de différence avec l'industrie actuelle, où il y a toujours, alors pas partout, mais il y a toujours des problèmes de drogue, il y a toujours des problèmes de qu'est-ce qu'on fait quand le corps ne répond plus, en l'occurrence son érection. Tu vois, quand tu dis... Roller Girl, elle fait une scène avec un étudiant qui prennent au hasard. C'est des choses qui aujourd'hui sont très tendances dans le contenu amateur. Qu'on trouve ça problématique ou non, c'est un autre sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait, moi je trouve ça un peu rigolo de se dire, le mec il a fait un film sur le porno des années 70, la seule différence c'est qu'il y avait plus d'argent. Mais finalement, aujourd'hui, tu as les mêmes insécurités, tu as les mêmes débordements, tu as les mêmes problématiques autour du corps, de la drogue, du consentement, tout ça. Donc, c'est à la fois drôle, à la fois terrible de se dire que ça n'a pas tant évolué et que finalement, on rencontre de nouvelles problématiques, de nouveaux bouleversements. On aurait pu apprendre de tout ça. Mais tu as raison sur ce truc de... Comme maintenant, en plus, c'est revenu dans le très privé, genre vraiment notre consommation sur notre téléphone. C'est même plus les magazines sous le lit, c'est vraiment dans notre historique qui est supprimé et machin. C'est trop bien de s'intéresser à cette époque où c'était dans les cinémas, dans les rues, quoi. Qu'ont connu nos pères et grands-pères. Mais je vais trop le regarder parce que j'ai trop envie de le voir. Donc merci de me l'avoir présenté et bravo parce que ça doit pas être évident de
présenter ça comme ça. Merci beaucoup Manon, en tout cas d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci à Axel à la technique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des gentils commentaires sur YouTube ou 5 étoiles sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi penser à vous abonner sur votre plateforme préférée pour retrouver les prochains épisodes en audio ou en vidéo. Et puis, si vous pouvez aussi nous soutenir via tipeee.com/calmos, comme le font déjà tous les pseudos qui s'affichent à l'écran. Le financement, comme dirait Jack Horner, c'est une partie importante du process. On y revient. Et on revient donc très vite avec un nouveau film à raconter. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.